Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le délégué adjoint de Cap Digital en charge de l'animation, la communication et des connaissances. Et on va parler beaucoup connaissances ce soir avec cette nouvelle conférence du cycle haute densité. Pour ceux qui n'ont pas assisté aux conférences haute densité de la saison 1, on a principalement exploré les enjeux de la transition écologique à travers de l'innovation à forte intensité technologique et notamment des innovations qui reposent sur du calcul haute performance. On a parlé d'IA frugale, on a parlé d'économie circulaire de la donnée, on a parlé d'utilisation d'intelligence artificielle pour la capture carbone. Et pour cette saison 2, en travaillant avec notre partenaire et co-organisateur de l'événement Eclairion, on a eu envie de réorienter un petit peu la thématique et de partir sur des enjeux de souveraineté numérique. On est très fiers ce soir d'ouvrir cette 5e conférence, ou la première de la saison 2, haute densité, sur une thématique qui est particulièrement d'actualité. Je pense qu'on va largement revenir sur ces faits d'actualité ce soir, qui est la question de l'intelligence artificielle à travers le prisme de la souveraineté numérique, cette question de la chaîne de valeur de l'IA. Quels sont tous les maillons de la chaîne de valeur de l'IA, la question des infrastructures de calcul, jusqu'aux acteurs qui font le déploiement des intelligences artificielles. C'est un peu cette question qu'on veut interroger ce soir et qu'on veut interroger sous le prisme de la compétitivité. Et on aura la chance d'avoir une keynote de Madame Dorothée Rouzet, qui est économiste en chef à la DG Trésor au ministère de l'économie et des finances, qui justement vient de publier une note au mois de décembre dernier sur ces enjeux de chaîne de valeur de l'IA pour l'économie française, pour la place de la France sur la scène internationale. Et puis, en deuxième partie de soirée, on ouvrira une table ronde où là, on a justement essayé de rassembler quelques-uns des acteurs qui constituent les maillons de cette chaîne de valeur. On va avoir un représentant d'Eclairion qui sera là à nos côtés, Arnaud Lépinois. On aura aussi Michel-Marie Maudet qui représente la société Linagora et toute la communauté OpenLLM, qui, vous le savez, a publié récemment son modèle de fondation Lucie, la première IA pleinement souveraine et ouverte. Et puis on aura également Minnie Teng, CEO de la société Lily AI, qui viendra nous expliquer comment est-ce qu'elle a développé son activité dans le domaine de l'intelligence artificielle en tenant compte des spécificités d'une certaine culture française. Voilà ce que je peux vous dire pour le programme de ce soir. On aura aussi l'occasion de célébrer un partenariat naissant entre Cap Digital et Eclairion. On y reviendra en fin d'événement. Mais avant toute chose, je tenais à laisser la parole à Franck Volco, DG de Eclairion, et Carlos Cunha, délégué général de Cap Digital, pour introduire cette soirée. Messieurs, c'est à vous. Merci. Tu veux démarrer ? Volontiers. Bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc, ces événements sont sponsorisés par Eclairion. Nous sommes un centre d'infrastructure dédié à l'hébergement de systèmes d'IA, donc de systèmes HPC, de High Performance Computing. Nous sommes basés en face du CEA à Bruyères-le-Châtel, où se trouve la direction des applications militaires. Et nous voulons créer un hub de compétitivité et de souveraineté sur toutes les applications qui vont permettre de faire tourner de l'IA souveraine française et européenne. Nous sommes un groupe d'investisseurs à capitaux 100% français. Nous avons démarré ce projet il y a déjà presque 2 ans. Nous sommes maintenant très proches de l'ouverture. Notre métier est d'offrir un environnement sécurisé permettant de disposer de beaucoup de puissance électrique pour alimenter les systèmes, évidemment de les refroidir, tout en intégrant nous aussi de l'IA dans les chaînes technologiques que nous déployons, et évidemment en assurant toute la partie sustainability que demande, puisque ça fait l'objet de beaucoup d'échanges et d'articles dans la presse, ce qui est les chaînes de calcul dédiées à l'IA consomment, on le sait, de l'énergie. D'après Nvidia, ça devrait continuer à augmenter. D'après d'autres, ce qu'on a vu dans la presse là, dernièrement, il y a des modèles qui sont sortis et qui consommeraient jusqu'à 10 fois moins. Donc c'est quelque part une très bonne nouvelle. En tout cas, il est certain qu'on doit accompagner au niveau de la France maintenant le déploiement de ces grilles d'IA. Il y a eu un peu de retard à l'allumage parce qu'on ne savait pas trop comment se situer.
On voit aujourd'hui les annonces qui sont faites, notamment aux États-Unis et dans d'autres endroits du globe, sur les sommes colossales qui sont déployées et qui sont libérées pour ça. On ne doit absolument pas rester à la traîne et Clarion souhaite apporter sa pierre à l'édifice et être un des maillons de la chaîne de valeur de l'IA. Donc encore une fois, bienvenue, merci d'être ici et on va laisser bien sûr la suite du programme se dérouler. Je te laisse la parole, Carlos. Merci beaucoup. Donc Carlos Cunha, je suis le délégué général de Cap Digital. Ravi de vous avoir parmi nous, aussi nombreux. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les répéter. Je vais juste me concentrer sur Cap Digital et pourquoi on fait ça. Cap Digital, c'est une association, loi 1900, on existe bientôt depuis 20 ans, on représente plus de 800 entités. Notre sujet, c'est la R&D, l'innovation dans le domaine de la technologie et donc du numérique. Ce qu'on recherche, c'est de la compétitivité socio-économique. Et l'IA, plus de démonstrations à faire, nous concerne pleinement. On n'en est qu'au début. Donc on a deux rôles, si je essaie de résumer un petit peu notre action dans le domaine. La première, c'est accompagner évidemment la diffusion, l'usage de l'IA dans une logique de compétitivité économique. La seconde, c'est de faire en sorte qu'une filière industrielle franco-européenne se consolide, se structure sur le territoire, saisisse les opportunités qui se présenteront à nous. La bataille est féroce, je ne fais pas de dessin, mais ce qui est important pour nous, c'est de jouer le rôle de tiers de confiance où toute la chaîne de valeur de l'IA se retrouve chez nous pour discuter du présent, de l'avenir, de son financement, de sa structuration, de sa commercialisation. On a connu la vague du cloud, on rentre dans une autre vague aujourd'hui. Cap Digital donc, est pleinement investi. Merci d'ailleurs à Eclairion de nous accompagner sur ces conférences et puis sur des projets concrets. Je citerai deux chiffres. Le premier, France 2030, l'appel IA générative. Vous en avez tous entendu parler, beaucoup d'entre vous ont répondu. Ce n'est pas encore publié, je me retourne vers Madame Touzé. Mais en tout cas, on sait que plus d'un tiers des dossiers qui vont être financés sont des dossiers de la communauté de Cap Digital. Ça dit l'excellence de la communauté de Cap Digital. Donc j'en suis très fier, évidemment. Les équipes aussi internes ont beaucoup travaillé, mais c'est aussi la qualité de notre communauté qui fait ces résultats. Le deuxième, c'est, ça a été évoqué aussi rapidement, on y reviendra tout à l'heure, mais on est très fiers. On va rentrer dans un partenariat où on va opérer ce qu'on appelle un grand lieu d'innovation. Donc c'est vraiment un programme qui va accompagner les startups, les PME de l'IA dans leur accélération en s'appuyant sur l'infrastructure donc du futur centre qu'a très très bien présenté Franck. Donc j'y reviens pas, ce sera pour un petit peu plus tard dans la soirée. Remercier évidemment les différentes intervenantes et intervenants. Je voudrais vraiment finir parce que moi j'y tiens, c'est dans les valeurs et dans les convictions de Cap Digital, saluer l'Inagora et Michel Marie qui nous fait le plaisir d'être là. Vous avez tous suivi le lancement de Lucie et les réactions sur les réseaux sociaux. Moi je dis, on continue, on y va. C'est une démarche qui est extrêmement forte, pleine de convictions, pleine de valeurs. Cap Digital s'y retrouve complètement. On n'en est qu'au début et donc on ne vous lâchera pas. Et j'étais très heureux de lire ta communication en particulier et celle de l'équipe de l'Inagora. Donc si tu veux bien, tu transmettras le soutien plein et entier de Cap Digital. Voilà, donc je vous souhaite une agréable soirée. J'ai l'impression que vous allez me revoir, malheureusement, tout à l'heure. Mais je tiens à dire aussi qu'il y a un très très bon buffet à 20h30. Voilà, merci. Merci. Merci Franck, merci Carlos. Alors c'est quoi la chaîne de valeur de l'IA? Ça veut dire quoi IA exactement? Quelles sont les différentes typologies d'acteurs qui composent cette chaîne de valeur? Comment est-ce qu'on se place en France? On dit toujours que la France a d'incroyables atouts dans l'IA, mais ok, mais à quel endroit et ça se traduit comment sur la scène internationale, les schémas de compétitivité? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite avec Madame Dorothée Rouzet, chef économiste à la DG Trésor, qui va nous présenter la note publiée le 5 décembre dernier sur ce sujet. Madame Rouzet. Ça marche, oui, ça a l'air. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter, je dirais, les... non, ça s'est passé. Oui.
un peu les principaux messages d'une publication donc, que nous avons faite donc à la DG Trésor, qui est une partie de Bercy, sur la chaîne de valeur de l'IA, mais peut-être avant, un peu dire pourquoi on s'y intéresse. Qui sommes-nous sur ce sujet? Bon, la DG Trésor, c'est la partie du ministère de l'économie et des finances à très gros traits qui se charge de l'analyse économique d'une palette assez large de sujets de politique économique et qui joue un rôle de conseil au gouvernement dans l'élaboration, dans la conduite de la politique économique. Et donc, quand on s'intéresse au sujet de croissance, d'innovation, de productivité, de compétitivité, assez naturellement, on s'intéresse à l'IA. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel on se place. Et ensuite, alors on a beaucoup de travaux en interne à destination des ministres, de leur cabinet sur le sujet. On a aussi donc des publications qu'on fait assez régulièrement sur tout un ensemble de sujets qui nous semblent d'intérêt public sur nos analyses sur différentes thématiques dans cette collection qu'on appelle Trésor Éco, qui est notre collection entre guillemets grand public en fait de nos publications externes, donc à vocation de susciter le débat et de montrer aussi quelles sont nos positions, nos analyses sur ces sujets. Alors on a des trésors éco sur à peu près tout ce qu'on fait, ça va du logement à la revue du FMI, aux prévisions de finances publiques et donc à l'IA. Sur ce sujet, bon, on a des analyses on a une petite équipe qui s'occupe du numérique et de l'innovation au sein du Trésor, mais qui échange beaucoup avec les entreprises, avec les chercheurs, avec d'autres acteurs de la société civile en général. Et encore une fois, en prenant une posture d'analyse économique, il y a d'autres parties du ministère, notamment la direction générale des entreprises, qui va davantage s'occuper du suivi de filière, des projets France 2030 qui ont été mentionnés, du suivi opérationnel des projets. Ça, je dirais, c'est moins notre métier. Alors, pour en venir à quelles sont nos analyses, je ne pense pas avoir besoin ici de rappeler pourquoi l'IA c'est important économiquement. Je pense que vous êtes tous convaincus que ça a un potentiel de rupture important. Simplement pour dire voilà, un peu la position des économistes sur le sujet, c'est que oui, l'IA est une révolution technologique, comme on a connu d'autres révolutions technologiques majeures par le passé. Les enseignements, c'est qu'en termes de gains économiques, il y a un potentiel de bouleversement très important des modes de production, des modes de consommation assez profonds. Par contre, ça peut s'étaler sur des années, voire des décennies avant qu'on en voit vraiment les effets macroéconomiques en termes de productivité, même si on a un usage qui s'est déjà diffusé assez largement. Donc, au niveau macroéconomique, quand on regarde dans les chiffres de croissance de productivité, aujourd'hui, on a du mal à voir l'effet de l'IA, mais on a des études sur des cas d'usage beaucoup plus circonscrits, beaucoup plus faciles à étudier en un sens dans un cadre contrôlé, qui montrent déjà des effets positifs sur la productivité de certains travailleurs. Bon, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans ces études assez micro, on voit que les effets de productivité, ils vont être notamment concentrés sur les travailleurs qui sont initialement peut-être moins productifs, qui donc réduit les écarts avec les moins productifs. Et donc ça a des effets qui sont aussi assez intéressants en termes de mise à niveau. Et puis par contre, je dirais sur les entreprises, évidemment, ça dépend du rythme d'adoption et de diffusion, et on sait que c'est là aussi un véritable enjeu pour la France. Alors, pour en venir au véritable sujet de cette publication, donc qui est sur la chaîne de valeur de l'IA, je dirais on structure notre analyse en fonction des 3 blocs de la chaîne de valeur de l'IA pour ensuite regarder le positionnement de la France principalement et un peu de l'Europe sur ces 3 blocs, sur les intrants, donc puissance de calcul, données, main-d'œuvre, sur les modèles eux-mêmes, donc les modèles de fondation, mais également les modèles plus spécialisés pour des tâches plus spécifiques. Et enfin, en aval, la partie déploiement et commercialisation de services. Donc, en prenant un peu ces aspects un par un, d'abord sur les intrants, commencer par le positif pour la France. Je pense qu'on a vraiment des atouts dans les ressources nécessaires à l'IA. Je pense là aussi que je ne suis pas forcément devant le public le plus difficile à convaincre du sujet, que le développement de l'IA, c'est d'abord des talents, c'est d'abord une main-d'œuvre très qualifiée dont on dispose en France, donc la main-d'œuvre qui est capable de développer rapidement des modèles compétitifs, de s'adapter, d'être à la pointe dans un domaine qui évolue très vite. Et on le voit, alors c'est ici donc, ce que je vous ai mis sur le graphique. Alors, la France est un pays qui forme beaucoup de chercheurs en IA, donc le 4e niveau mondial, bon, sachant qu'on n'est pas non plus le pays le plus grand en termes de population.
Et on dit beaucoup que nos chercheurs en IA s'empressent de partir aux États-Unis. Il y a une part de vérité, mais on est aussi le 5e pays dans le monde où travaillent les chercheurs d'élite en IA. Donc on peut aussi quand même se féliciter de la qualité de notre main-d'œuvre et du vivier de talents sur lequel on peut s'appuyer, notamment les talents qui sont très bien formés en mathématiques, en informatique, en ingénierie. Donc évidemment, il y a un sujet de rétention des talents, il y a un sujet d'attractivité que je ne nie pas, mais je pense qu'il faut aussi se féliciter d'avoir ce vivier. Dans le positif aussi, hein, plus largement sur l'écosystème d'innovation, on a une culture d'innovation qui se diffuse, qui s'appuie notamment sur les pôles d'innovation français, y compris à Paris. On a une croissance du côté des financements privés, donc les startups d'IA européennes ont obtenu des financements privés donc dans la dernière décennie d'environ 30 milliards d'euros. Alors ça, c'est en forte croissance. Évidemment, c'est très loin des États-Unis qui sont presque 10 fois plus importants et même de la Chine. Mais on a un écosystème de capital risque qui se développe. On sait qu'on a toujours un sujet sur les tickets importants au-delà de 50 à 100 millions d'euros. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille au niveau européen, notamment sur l'union des marchés de capitaux, qui est quelque chose qu'à Bercy, on pousse de manière aussi assez active. Alors, du côté de ce qui est moins positif, je dirais, sur le positionnement français, évidemment, autre intrant indispensable au modèle d'IA, c'est les capacités de calcul. Bon, là, on est clairement sur des segments qui sont dominés par les grands acteurs américains et sur lesquels la France n'est pas particulièrement bien positionnée, à la fois sur le marché des puces, qui est dominé par Nvidia, qui a environ 85% de part de marché, et sur les infrastructures de calcul et leur location, qui est aussi très concentrée autour de quelques hyperscalers américains, où il y a des acteurs français, parfois sur des segments aussi plus spécialisés, mais qui ont des parts de marché bien moins importantes. Alors, ça crée des préoccupations en termes de risques concurrentiels, de risques d'abus de position dominante qui sont bien identifiés par les autorités de concurrence, pas seulement en France, aussi au niveau... donc on a regardé un peu les préoccupations sur les cas IA des autorités de la concurrence aussi aux États-Unis, en Angleterre, au niveau européen. Bon, concernant le cloud, il y a le risque de pratiques anticoncurrentielles pour faire obstacle à la migration, notamment. Concernant les puces, il y a aussi un risque lié à la position très dominante de Nvidia, qui est un risque concurrentiel, mais aussi potentiellement un risque de souveraineté, puisque ça rend l'Europe assez vulnérable à des risques de pénurie. Donc dans ce contexte, et même si voilà, les infrastructures de calcul public n'ont pas vocation à se substituer au privé, mais la France et l'Europe investissent de manière assez importante dans le développement de supercalculateurs publics comme Jean-Zé en France, EuroHPC au niveau européen, donc afin de garantir l'accès pour la recherche publique et privée à des capacités de calcul. Ensuite, côté ressources toujours, il y a évidemment une autre ressource absolument essentielle qui est l'accès à des données de bonne qualité et en quantité suffisante, donc aussi bien pour les modèles de fondation que pour les applications. Et là, évidemment, les acteurs qui ont des données propres, et c'est le cas des géants américains, sont assez naturellement avantagés. Donc il y a un certain nombre d'initiatives publiques pour faciliter l'accès large des entreprises aux données, à la fois donc l'accès directement. La France est en pointe d'ailleurs au niveau européen sur l'open data pour certaines données publiques et aussi pour rendre ces données exploitables, harmoniser les nomenclatures, etc. Et puis, il y a un enjeu qui est illustré ici, qui est assez important aussi pour nous, c'est au-delà de l'accès aux données, c'est la qualité et la diversité des données pour l'entraînement de l'IA, notamment le sujet de l'origine culturelle, de la langue des données, qui détermine partiellement les représentations et les réponses que peuvent donner les modèles d'IA en langue française pour ce qui nous concerne. Donc, il y a un enjeu à disposer de données d'entraînement en langue française pour avoir des modèles performants pour les usagers français. Alors ensuite, on passe à la partie modèle d'IA. Et là, je pense que ce qui nous occupe ou nous préoccupe le plus, c'est l'aspect concurrentiel. Le paysage d'IA, il est marqué par le développement rapide de start-up avec des modèles très performants, évidemment comme OpenAI. On peut se féliciter en France d'avoir un acteur de pointe avec Mistral, mais il reste que ce segment est dominé par les GAFAM.
Et ça s'explique d'abord par le fait qu'ils ont un accès privilégié de par leurs activités préexistantes aux ressources financières importantes, la capacité à offrir des conditions très bonnes aux meilleurs chercheurs, évidemment les ressources, comme on le disait, en termes de données et de puissance de calcul, et puis un avantage qui est lié à leur intégration verticale ou l'intégration de leurs activités et leur présence sur toute la chaîne de valeur. Puisque en amont, donc, c'est l'accès à la puissance de calcul dont ils ont assez naturellement, dont ils disposent assez naturellement pour leurs autres activités. Certains ont investi dans la fabrication de puces, dans le contrôle de bibliothèques logicielles. Ils ont évidemment aussi accès à un volume très large de données de par leurs autres activités. Et puis en aval, les GAFAM ont accès à leurs canaux de diffusion déjà existants pour distribuer leurs modèles, et puis une complémentarité entre la vente de l'accès à des infrastructures de calcul et la vente de l'accès aux modèles. Donc c'est un peu voilà, les différentes briques qui font que ça soulève des enjeux concurrentiels qui sont regardés d'assez près par les autorités de la concurrence. Et c'est une particularité de l'IA. Typiquement, dans les révolutions technologiques précédentes, elles étaient portées par des acteurs émergents, des nouveaux acteurs qui venaient bouleverser ou bousculer les acteurs historiques. Ici, on a une révolution technologique qui est de manière prédominante portée par des acteurs déjà existants, déjà bien établis, avec un accès aux ressources déjà bien établi, et ça peut freiner des nouveaux entrants qui pourraient potentiellement être plus innovants ou plus efficaces. Donc, je le disais, hein, c'est un sujet d'attention pour les autorités de concurrence, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, du moins jusqu'au 20 janvier. Donc qui regarde la dynamique concurrentielle du secteur de l'IA, des potentielles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur, qui peuvent aussi être liées à la conclusion de partenariats entre les GAFAM et des acteurs émergents. Donc on pense évidemment au partenariat entre OpenAI et Microsoft, où Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans l'entreprise, avec des risques à la fois d'affaiblir l'intensité concurrentielle, puisqu'on a un concurrent de moins, ou d'avoir des effets de verrouillage de certains acteurs, même si on a par ailleurs le fait que ce type de perspective, évidemment, peut aussi être une incitation à innover pour des startups. Ensuite, le deuxième point, je dirais le deuxième point d'attention du point de vue concurrentiel, c'est sur l'effet de la position dominante des GAFAM sur les modèles d'affaires, l'organisation de la chaîne de valeur, avec un risque que ça conduise les modèles à se plateformiser, c'est-à-dire d'avoir seulement quelques plateformes autour desquelles se construisent les écosystèmes d'outils et qui bénéficient d'effets de réseau, qui puissent ensuite potentiellement, une fois cet écosystème créé autour d'elles, être fermé de manière à les rentabiliser, ce qui limiterait je dirais les effets de diffusion. Ce risque amène au troisième point qui est ici, c'est un peu quand on pense aux retombées économiques, ce risque de fermeture des écosystèmes, c'est aussi un risque de limiter les gains liés à la diffusion des applications, de l'utilisation de l'IA, qui est là où, au fond, quand on regarde en termes macroéconomiques et qu'on s'attache aux effets sur la croissance, là où sont les gisements les plus importants. C'est très important d'être présent sur la production d'IA, mais les gisements de productivité les plus importants pour l'économie, c'est dans la diffusion, le déploiement dans tous les secteurs et tout le tissu productif, y compris des entreprises qui ne sont pas du tout numériques dans leur caractère sectoriel. Je vais... Alors, ça c'était voilà, du côté des modèles de fondation. Du côté des modèles spécialisés, des inquiétudes, mais je dirais moins d'inquiétudes sur les risques, si je peux le dire, sur la chaîne de valeur, parce que elles sont déjà, ces applications sont déjà moins coûteuses à développer. Donc en termes de données pour les entraîner, en termes de besoins en puissance de calcul. Donc ici, le principal obstacle, ça pourrait être les supports de vente, où du côté des GAFAM, il y a un bénéfice assez naturel du fait de l'intégration avec leurs outils existants, comme les suites bureautiques ou les réseaux sociaux, qui peuvent donner un avantage compétitif lié à cette intégration. Ensuite, si on regarde le positionnement de la France sur les modèles spécialisés, on a beaucoup de startups, certaines sont représentées ici, aussi de grandes entreprises qui investissent dans des nouveaux cas d'usage spécialisés de l'IA.
avec ici un facteur important de différenciation qui va être la disponibilité et l'usage de données sectorielles de qualité pour des cas d'usage assez spécifiques. Ici, on a des atouts en France, notamment on peut capitaliser sur nos forces sectorielles existantes, sur les entreprises industrielles qui ont des données sur lesquelles pourraient être fondées ou stimuler le développement de nouvelles applications. Donc on peut s'appuyer sur nos avantages compétitifs, je dirais, hors secteur de la tech pour développer des modèles spécialisés, performants et compétitifs au niveau mondial. Et puis là encore, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais l'usage d'outils d'IA performants, y compris par les entreprises dans d'autres secteurs, et même principalement par les entreprises dans d'autres secteurs, est là où on voit le gisement de croissance le plus important. Donc, pour conclure, je dirais, quand on regarde de nouveau un peu ces différentes briques, pour les intrants, bon, la France n'a pas d'acteurs d'envergure vraiment sur le segment du calcul, mais des atouts quand même du côté de la main-d'œuvre, du côté du dynamisme de l'écosystème d'innovation. Sur les modèles, quelques acteurs comme Mistral de premier plan, mais malgré tout un segment sur lequel les géants américains dominent. Et puis des atouts à faire valoir sur les modèles spécialisés. Et puis, au global, voilà, des enjeux d'efficacité, de concurrence, de souveraineté. Le titre de la conférence est sur la souveraineté, et qui ne sont pas sans lien avec quelles retombées économiques attendre de l'IA à terme. Et je termine donc sur une fois qu'on a conduit notre analyse, à quoi ça nous amène au Trésor, hein, puisqu'on demandait aussi de dire au fond, pourquoi on s'intéresse à ça. Donc pourquoi? Parce que ça nous intéresse intellectuellement sur les aspects, je disais, productivité, innovation, croissance, qui nous occupent au jour le jour. Pourquoi faire aussi? Parce que donc du côté du Trésor, ensuite, une fois qu'on a analysé les sujets, on essaie d'influencer les politiques publiques pour d'éclairer la décision politique, avec, donc, comme je le disais, en communiquant avec les cabinets ministériels, avec les ministres, en participant au débat public avec ce type de publication. Aussi, de manière très importante, on intervient aussi pour proposer, aider à l'opposition française dans les négociations européennes, et vous savez que sur ce sujet c'est important, donc en contribuant à la position française sur les textes législatifs comme règlement IA, DMA, etc., et notamment pour veiller à ce que l'innovation reste au cœur des politiques publiques, et puis des participations aussi au niveau international, G7, G20. Donc quelles sont les positions que nous défendons là-dessus? Je ne vais pas tout lire, je vous rassure, mais peut-être 3 axes importants. Donc sur le financement, donc les synergies publiques-privées, avec notamment la stratégie IA qui a été mise en place depuis 2018, un peu en 2 temps, d'abord sur la recherche, ensuite sur la diffusion des technologies au sein de l'économie, pour là aussi s'appuyer sur les atouts de la France en accompagnant la diffusion des modèles d'IA. Sur le financement privé, donc des initiatives européennes, le soutien au capital risque, je disais, c'est vraiment un sujet d'attention. Et puis le chantier européen de l'Union des marchés de capitaux, je l'ai déjà mentionné. Et les deux autres volets, je ne développerai pas parce que j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est aussi dans les choses qu'on pousse de manière importante dans les politiques économiques, l'importance de l'adoption de l'IA par les organisations et l'importance d'une politique de la concurrence ambitieuse face à ce sujet de la domination des GAFAM sur un nombre important de segments de la chaîne de valeur. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Un grand merci, Madame Rosé, pour votre intervention. Ce que je propose peut-être juste avant de passer à la table ronde, c'est de prendre 1 ou 2 questions, si vous êtes d'accord. Et s'il y en a, est-ce que vous souhaitez poser une question suite à cette présentation? N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole. Bonsoir, Alexandre Chaffot, Cap Digital, équipe RD. Moi, je me questionnais parce que alors on dit qu'on est assez dynamique, on est plutôt bien positionné sur l'IA en France avec des ambitions. Et je me demandais en contraste pourquoi sur la première vague de IA Factory, on n'a rien, il n'y a pas eu de projet en France. Comment on pourrait l'expliquer? Ou est-ce qu'on va sur la vague 2 peut-être, je ne sais pas. Alors j'avoue ne pas connaître assez voilà, le détail des dispositifs et de ce qui a été alloué pour le dire. Mais...
IA Factory, c'est le projet européen pour faire des usines à IA, l'appel à projet européen pour faire des usines à IA. Il y en avait 8 de retenus, donc 14 pays, mais il n'y a pas la France dedans. J'ai quelques informations sur le sujet. Donc, alors déjà, il y a Vous une pouvez vous deuxième présenter vague. peut-être. Pierre Leca, conseiller pour Éclairion, ancien du commissariat à l'énergie atomique. J'ai été fortement impliqué dans ces affaires-là. D'abord, oui, il y a eu un appel d'offres IA Factory. Il ne faut pas oublier que, par ailleurs, la France est candidate et a été retenue pour accueillir le calculateur Alice Recoq, qui sera un calculateur de classe Exascale, dont l'architecture sera pensée aussi pour l'intelligence artificielle. Et donc cette machine-là fera partie d'un réseau IA Factory. Donc c'est pour ça que la France n'a pas été candidate au premier appel d'offres qui consistait à complémenter les calculateurs de niveau intermédiaire dans différents pays. Par contre, la France est en train de répondre à la demande de OHPC à un appel d'offres IA Factory pour être capable d'augmenter l'expertise autour du calculateur Alice Recoq, l'expertise en IA autour du calculateur Alice Recoq. Donc la France est bien présente, effectivement. Merci. Bonsoir, Marc-Henri Hurt, consultant. Je voudrais vous poser 2 questions d'ordre quasiment exclusivement économique. La première, c'est de savoir quel modèle économique vous utilisez pour calculer les gains de productivité. Et la deuxième, c'est de savoir s'il n'y a pas une petite contradiction entre 2 arguments qui figurent dans vos présentations. L'un évident que le monopole des grands acteurs américains risque de capter les gains de productivité, limiter leur diffusion. Et l'autre de dire que les gains de productivité et de croissance attendus sont plutôt à espérer de l'utilisation par les entreprises que de l'émergence d'acteurs français. Alors, sur la première question, ce n'est pas nous qui avons chiffré les gains de productivité. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la fourchette est très très large. On est quand même dans une marge d'incertitude très importante. Le graphique que je vous ai montré, je ne l'ai pas commenté en détail, mais c'était les estimations de la commission sur l'IA qui était présidée par Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, qui se sont appuyés pour les gains de productivité au niveau de l'économie. Alors eux, je dirais, ils sont plutôt dans la fourchette assez optimiste, puisqu'ils pensent qu'il y a leur estimation médiane, c'est 0,7% de croissance en plus pendant 10 ans, qui s'appuie en fait sur les vagues précédentes alors General Purpose Technology, mais ça revient à l'électricité, la machine à vapeur, etc. Enfin, on est dans cet ordre-là, et de regarder quels a été les gains de productivité sur les 10, 20, 30 années qui ont suivi. Voilà. Mais forcément, on doit extrapoler de choses qui ne sont pas directement comparables parce qu'au fond, on ne sait pas exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les seules études dont on dispose, c'est un peu ce que j'ai cité, c'est des études très micro qui regardent une entreprise, une profession où on voit bien à quoi ça sert, que ce soit... alors, il y a des études sur les call centers, il y a des études sur les taxis, mais ensuite, voilà, comment on généralise de ça à l'ensemble de l'économie, quand on dit, en fait, on va quand même avoir un bouleversement majeur de l'ensemble de l'économie et du marché du travail, c'est pas si simple. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans ce cas où, au niveau macro, on a des choses très, très fragiles, au fond, on ne sait pas. Et on ne sait pas non seulement l'ampleur, mais je pense qu'il est aussi important, c'est on ne sait pas exactement le timing. Si on regarde la diffusion de l'électricité, il a fallu 20 ans avant de voir vraiment des effets sur l'économie, parce que ça demande de tout repenser. Ça demande de repenser la manière dont on produit beaucoup de choses, et en fait, ça ne se fait pas en un jour. Donc on est sans doute dans un monde où les choses se sont accélérées. Mais c'est là aussi où ça fait le lien avec la deuxième partie de votre question, qui est, en fait, pour voir les gains de productivité, il faut que beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs, changent leur manière de produire. J'ai perdu mes piles. Changent leur manière de produire, reforment leurs salariés à l'IA, changent leur processus de production éventuellement, changent leur méthode de management. Et c'est un peu là qu'on a raté le coche, je dirais, dans la vague précédente de numérique, dans les années 2000. On a vu des gains de productivité aux États-Unis qu'on n'a pas forcément vu en Europe ou en France parce que
on n'a pas forcément eu cette adaptation de l'ensemble du tissu productif pour adopter, pour changer. Donc c'est là qu'il ne faut pas se rater quelque part. Donc voilà un peu là où dit le gisement de gain de productivité, et quand on se compare aux États-Unis, malheureusement, il y a les deux. Hein. Il y a une partie de la productivité américaine de la dernière décennie et de l'écart avec l'Europe. Le rapport Draghi le dit assez clairement, c'est le secteur de la tech lui-même tirant l'économie. Mais quand on regarde aussi, même dans les grandes entreprises, c'est-à-dire, oui, effectivement, c'est dur pour une très petite entreprise de changer de méthode, mais même dans les grandes entreprises, le rythme auquel les grandes entreprises américaines, hors tech, forment leurs salariés à l'IA est bien, bien supérieur à celui qu'on a en France ou en Europe. Et c'est aussi ça un sujet de préoccupation pour nous. Merci. Une dernière petite question, si vous m'autorisez. On a vu dans vos recommandations à la fin, enjeu IA, réponse européenne quand même à apporter dans les grandes lignes. La France s'apprête à accueillir le sommet AI Action Summit dans quelques jours. On a très bien compris quel était l'état de la France. On devine assez bien où se positionnent les États-Unis et la Chine sur ces questions. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de savoir où en sont nos pairs européens, j'ai envie de dire. Vous mentionnez l'Allemagne, qu'on a vu dans un de vos graphiques, les UK, même si c'est plus tout à fait l'Union européenne. Est-ce que vous avez quelques indicateurs à nous donner? Est-ce que le constat est partagé? Est-ce que les atouts et les faiblesses se situent au même endroit pour les autres moteurs de l'Europe? On n'a pas complètement fait cette analyse pour l'Europe. Je pense que, en général, là où je disais le constat quand même dans un certain nombre de cas, c'est la domination des géants américains. Ça s'applique à tout le monde par définition. Ensuite, sur les autres segments, je dirais chaque pays européen a un peu ses spécificités sans doute, même si il y a aussi des aspects communs, notamment sur la question du financement. C'est bien pour ça qu'on cherche une réponse européenne. Dans les discussions européennes, je pense que alors il y a différentes sensibilités. Je vous ai un peu montré les positions de la France. Je pense qu'on peut dire aussi que dernièrement, alors je ne vais pas dire l'Europe devient un peu plus française là-dessus, parce que ce serait, voilà, on a envie de dire cocorico sur certains aspects, mais dans l'équilibre, je dirais innovation, régulation, rechercher la croissance et prudence. La boussole s'est quand même plutôt déplacée du côté innovation dans les discussions qu'on a, y compris avec nos pairs européens. Ça a été une position française depuis un moment quand même de dire attention, quand on réglemente en Europe, il faut laisser la part belle aussi à l'innovation. On est un petit peu bousculé par le contexte américain. Ça alimente une prise de conscience du rapport Draghi qui nous mettait un peu sous le nez notre décrochage par rapport aux États-Unis à l'élection de Trump. Je dirais, on va plus dans cette direction-là, un peu sur les discussions européennes, qui est un peu le sentiment. Très clair. Un grand merci. Merci à vous. Et je crois qu'on va pouvoir largement continuer sur cette thématique et qu'on a tout le bagage nécessaire pour aborder la table ronde. J'accueille Philippe Luce qui va venir l'animer. Philippe, je te laisse t'installer et appeler tes intervenants. Est-ce qu'on a réussi à régler nos soucis de micro? Je n'en doute pas, je vais les chercher. Est-ce qu'on aura un micro par intervenant? Est-ce qu'on va devoir se battre? Le suspense est insoutenable. Bonsoir, je m'appelle Philippe Luce, je pilote depuis 20 ans une petite boîte qui s'appelle Plus Conseil. J'interviens en tant que consultant pour le développement et l'accès au marché des infrastructures numériques, des couches basses aux couches moyennes aux couches hautes. Les acteurs de l'IA et du cloud sont pour nous des divinités vivantes puisqu'ils sont les donneurs d'ordre, donc je suis ici avec beaucoup de précautions. Mais mes fonctions m'ont amené à souvent travailler avec eux évidemment et puis à travailler aussi avec la puissance publique. J'étais ravi de votre intervention, Dorothée Rouzet, parce que c'est éclairant et puis parce que trop souvent ce travail, on a l'impression d'un découplage entre la sphère économique, la sphère de la R&D puis la sphère du public et de la haute administration. J'évoquais mes contacts et parfois un peu rugueux avec la DGE, votre voisin, mais je suis ravi désormais de pouvoir compter sur vous et ravi que vous ayez restitué votre parcours. Je vais tricher un peu. Je vais évidemment inviter mes trois invités, mes trois intervenants à me rejoindre, mais après cela, je reprends le beeper pour remettre le slide que vous avez commis sur la chaîne de valeur, comme ça nous donnera l'occasion d'y revenir. Je vais avoir le plaisir ce soir d'accueillir Milly Tang, qui est la CEO de Lily AI, de faire intervenir Arnaud Lépinois, qui est à la fois représentant de HPC Capital et d'un de ses investissements majeurs, Eclairion Plateforme,
Et enfin, Michel-Marie Maudet, le DG de l'Ainagora. Est-ce que tout le monde a son petit... peu importe, moi je me connais, je vais rester debout tout le temps. Donc c'est en règle générale assez énervant pour les gens dans le public, je m'en excuse à l'avance. Mais je ne suis pas capable de rester immobile ni 40 ni 45 minutes. On verra jusqu'où tout cela nous mène. Avant de repasser sur le tableau de la chaîne de valeur et de vous demander où vous vous situez dans cette chaîne, je vais vous laisser vous présenter succinctement. Et puis je donnerai en particulier la parole à Michel-Marie Maudet, parce que l'Ainagora a une toute petite actualité internationale planétaire ces 48-72 heures, un peu malgré eux. Il nous dira pourquoi, on va revenir 2 pas en arrière, puis si vous le voulez bien, on refera 3 pas en avant pour savoir la réponse. Le tout en une poignée de secondes, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On commence par toi, si tu le veux bien Arnaud, si tu peux te présenter succinctement. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, Arnaud Lépinois, je suis donc le directeur général du groupe HPC Capital, qui est la maison mère de la société Eclairion, qui est donc la première plateforme qui va permettre l'hébergement de ces capacités de calcul de très haute densité en France de manière souveraine. C'est un groupe qui a aussi des activités de développement immobilier par ailleurs. Et précédemment, j'ai eu la chance d'être à la fois président de différentes sociétés d'intégration, de grands constructeurs ou d'être DSI de très grandes sociétés, donc avec une vision à la fois éclectique de l'intégrateur, du constructeur et du client. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. Par courtoisie, on va terminer avec les dames. Ah ouais, très bien. D'habitude, on commence avec les dames, mais j'accède à une requête express qui m'a été faite, donc voilà. Ok, je bon, m'y bah, rends. écoute, Je m'y rends. je suis donc Michel-Marie Maudet, donc je suis le directeur général de l'Inagora, et par ailleurs, comme ça a été rappelé, donc je suis effectivement... j'ai initié il y a l'été 2023 cette communauté OpenLLM France dont vous avez entendu parler. J'en dis pas plus, je ferai un peu de teasing et on reviendra là-dessus juste après. D'accord. Merci d'avoir accédé à ma requête. C'est un Je plaisir. suis toujours un peu stressée, hein, donc du coup j'aime bien intervenir en dernière. Alors moi je m'appelle Mili Ting, je suis la CEO de Lily AI. Donc nous on est dans le monde de l'intelligence artificielle depuis 2016. On était le premier point AI en France, donc tout le monde me demandait ce que ça voulait dire à l'époque. Nous on a travaillé sur un cas métier, du coup dans la construction, dans l'ingénierie civile. Quand il y a du retard, ça coûte très très cher. C'est 0,1% du budget total par jour de retard. Ça peut aller en millions et en milliards. Et donc l'intérêt, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle qui est capable d'ingérer des grandes masses documentaires pour aller retrouver de façon précise certains épisodes du projet qui sont dispersés à travers des années et des années de data dans plusieurs boîtes mail différents, dans des répertoires de documents très très différents. Voilà, donc c'est ce que nous on fait. Et donc nous, comme on est dans l'intelligence artificielle depuis 2016 maintenant, c'est vrai que j'ai pu voir en fait la création et la consolidation de cette chaîne de valeur. Super. On m'a rezappé, mais que se passe-t-il? C'est automatique alors. Vous avez évoqué Dorothée 2018. Moi j'ai souvenir, parce qu'on vient de loin quand même, hein, avant de Pascal et sa machine à calculer. 2018, il y avait un certain Cédric Villani qui avait commis un rapport. Et le titre était « Donner du sens à l'intelligence artificielle ». Il distinguait 4 cas d'usage, dont la médecine, la défense, j'en oublie 2. Mais je me souviens que dans les 3 principes qu'il posait pour une politique, et c'est bien de cela dont on parlait, une politique publique, c'était partager dans un univers où on doit partager les données et les compétences. C'était expérimenté dans quelque chose qui reste extrêmement empirique et très pragmatique. Et quand on parle d'IA et d'apprentissage, ça veut dire quelque chose. Et curieusement, le 3e point, c'était la souveraineté. Et il précisait à l'échelle française et à l'échelle européenne. Donc, vieux sujet que l'enjeu de la souveraineté dans des déploiements d'IA. Le même Cédric Villani, dont on sait tous qu'il a obtenu la médaille Field, racontait, parce qu'il n'est jamais avare d'anecdotes, que la première fois où il avait travaillé sur de l'algorithmique de pointe, c'était avec un professeur, Emmanuel Bacri, qui est devenu une référence intellectuelle mondiale dans l'IA appliquée au traitement de l'imagerie médicale. Et l'intitulé du cours de mathématiques de M. Bacri était à l'époque à Normal Sup, dans lequel on disait « l'IA, c'est une voie sans avenir, n'en est pas par là hein. ». L'intitulé du cours de M. Bacri, c'était « Musique et mathématiques ». Donc, quand je vous dis qu'on vient de loin, on vient de loin. J'aurais aimé revenir, je vais insister, sur cette slide qui présente la chaîne de valeur, parce que j'aimerais que nos 3 intervenants, à défaut de la commenter, disent s'ils se reconnaissent là-dedans,
Si oui, à quel endroit? Et s'il leur semble manquer quelque chose, quoi? Je vais faire le même tour de table, ça laisse tout le monde s'imprégner de la question. Arnaud, à quel endroit Éclairion va se positionner? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelque chose amont, aval ou à côté qui peut manquer dans la perception que tu as de la chaîne de valeur de l'IA? Très, très clairement, nous, sur la chaîne de valeur, en fait, quand on parle beaucoup de logiciels, on parle beaucoup de cas d'usage métier, on parle beaucoup des implications de l'IA dans les entreprises, et on oublie assez souvent que derrière tous ces grands LLM, toutes ces grandes fonctionnalités que l'IA peut apporter, ça nécessite des infrastructures. Et dans les infrastructures, il y a deux grandes dimensions. Il y a le matériel. Donc on a beaucoup parlé des GPU, on aurait pu parler des serveurs, parce que finalement, c'est aussi un terrain de jeu plutôt américain aujourd'hui, avec des infrastructures qui sont de plus en plus complexes. Et puis derrière, pour mettre ces serveurs quelque part, ces grosses machines, ces supercalculateurs, ce sont des monstres, hein, on peut le voir en dizaines de milliers de GPU pour être en mesure d'entraîner les modèles les plus performants, ou pas d'ailleurs, on vient de le voir avec DeepSeek. Ça nécessite aussi des infrastructures de type numérique, qu'on appelait avant data center. Dans ce cadre-là, ce sont plutôt des gros sites industriels fournissant des puissances électriques de très haut niveau, des systèmes de refroidissement les plus efficients au monde, des infrastructures de sécurité, parce que ce sont des machines qui coûtent des milliards d'euros à mettre en œuvre. Et donc évidemment que dans cette chaîne de valeur, j'allais dire, la fondation, c'est d'avoir des infrastructures numériques, de la puissance, donc de l'énergie décarbonée, de l'énergie renouvelable, en mesure de pouvoir alimenter ces infrastructures. Et c'est pas anodin, parce que le cycle de développement de ces infrastructures, il est très long. On est sur un temps long, et on est sur un temps long alors que de l'autre côté, on est sur un temps très très court. Et quand nous, on parle sur un projet immobilier pour développer une infrastructure pour de l'IA, on parle en centaines de mégawatts, voire aujourd'hui en gigawatts. On voit les grands Américains investir dans des centrales nucléaires ou rallumer des vieilles centrales à gaz pour pouvoir alimenter data centers. Il faut absolument qu'on prenne conscience aujourd'hui qu'une IA frugale, qu'une IA bien générée et bien optimisée, elle va avoir effectivement certaines contraintes environnementales absolument effroyables si on ne fait pas attention. Et on ne peut pas construire les data centers du futur comme ceux qu'on a construits sur du passé. Donc on a besoin d'une nouvelle génération d'infrastructures. Et donc très clairement, c'est le rôle d'Éclairion et c'est la case dans laquelle on a besoin aussi d'avoir des opérateurs souverains. On aura l'occasion de faire un deep dive sur certains de ces points. Merci Arnaud. Michel-Marie. Moi, je vais commencer par une question publique. Qui connaissait Lucie vendredi? Ok. Qui connaît Lucie aujourd'hui? Voilà. Donc, bon. Donc, Lucie, c'est un modèle fondation. Donc, en fait, on est clairement dans la partie intermédiaire orange de la slide qui a été présentée. Et donc, comme ça a été très bien présenté par Dorothée, donc on est là pour créer de la diversité et des alternatives à ces très peu d'acteurs qui maîtrisent en fait cette technologie. Donc Lucie, c'est quoi? C'est un modèle fondation qui a été lancé donc en 2023, en parallèle finalement de l'appel à projet qui a été évoqué aussi comme un numérique dans le domaine de l'IA générative, qui est destiné, dans le cadre de la stratégie nationale IA, à financer en fait des projets de création, des communs dont on a besoin pour constituer le bloc déploiement. Donc ce qu'on recherche, c'est d'avoir développé aussi en France et en Europe des applications dont vous allez pouvoir tirer parti et espérer faire des gains de productivité comme c'était évoqué tout à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, pour faire la bloc jaune, en fait, qui est en bas de la slide, il faut le bloc orange. Et ce bloc orange, c'est en fait quelque chose qui est relativement compliqué à faire, mais on a démontré que c'était possible grâce effectivement aux intrants qui ont été cités aussi, puisque pour entraîner un modèle comme Lucie, c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'heures, donc concrètement c'est 600 000 heures GPU. Donc on a eu, effectivement, puisqu'il y a eu beaucoup aussi, comment c'était financé, quelles aides on a eu, et ainsi de suite. Donc ça me donne l'occasion aussi de faire un petit point d'éclairage là-dessus. Donc effectivement, on a utilisé les moyens de calcul académiques. Donc je rappelle ici qu'ils sont ouverts à n'importe qui. C'est le principe de l'open source, je crois, l'ouverture. Là, c'est même, oui, alors c'est même pas lié à l'open source, c'est que si vous souhaitez développer des modèles ou utiliser en fait les moyens de calcul académiques, c'est simple, il y a un formulaire sur Internet, c'est très simple.
Et l'instruction jusqu'à 50 000 heures, ce qui permet de faire beaucoup de choses, elle est très rapide. En une quinzaine de jours, vous pouvez avoir une réponse, et si effectivement ça coche les cases, et en particulier si vous acceptez que les productions que vous allez réaliser soient effectivement sous la licence, des licences ouvertes, pas open source, des licences ouvertes, de l'open science, c'est possible. Donc nous, on a demandé, on a dit voilà, en fait, on veut entraîner des modèles, est-ce que c'est possible? Et effectivement, donc on a eu donc la possibilité. Donc pour 50 000 heures, c'est simple. Pour au-delà, puisque globalement, on a obtenu 1 million d'heures en fait sur 2024. Donc là, on passe par en fait ce qu'ils appellent les grands challenges, mais là aussi, c'est ouvert à chacun d'entre vous. Il faut un formulaire à remplir. Il y a une instruction qui est faite, et à partir de ce moment-là, vous avez en fait accès au calcul, au moyen de calcul qui permet d'entraîner et d'avoir cette puissance de calcul. Aujourd'hui, par rapport à l'actualité que vous avez vue, il est possible, et on l'a démontré, d'entraîner en France sur les moyens que nous avons à disposition aujourd'hui. Donc on est en train de travailler effectivement avec le consortium qui répond à la deuxième vague IA Factory qui a été évoquée tout à l'heure pour en fait bénéficier de la machine d'Alice Recoq qui bien entendu est un avantage demain. Mais concrètement, avec cette fameuse Janzé qui a été évoquée par Dorothée tout à l'heure, nous, c'est 80 jours de calcul, 512 GPU, il y en a 1474 à disposition. Donc aujourd'hui, on est capable d'entraîner un modèle fondation en France et en Europe sans difficulté. Le débat est clos, ça existe. Donc on est dans un premier temps ici sur cette couche en fait intermédiaire sur les modèles. Et donc Lucie, en fait, il n'y a pas de modèle économique, puisqu'on est en train de parler de la chaîne de valeur. Donc nous, on considère, et on s'attaque effectivement à quelque chose qui est à trop contre-courant aujourd'hui, c'est que sur le modèle fondation, donc celui qui est là pour tout simplement générer du texte dans les langues, et donc on a travaillé aussi sur, puisqu'on publie le modèle en open source, mais on a publié en fait 100% des données d'entraînement, ce qui en fait un cas à peu près unique au monde, à part des initiatives comme Bloom, qui a d'ailleurs en fait son nez en France, ou la Fondation Paul Allen avec Olmo et ainsi de suite, mais un modèle fabriqué en Europe avec des données ouvertes, transparentes et mis à disposition de la communauté, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est effectivement quelque chose qui en fait est singulier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque en fait, je ne sais pas si je réponds là, comme ça en fait on close le sujet. Fait, oui. Voilà. Et puis plus rapidement désormais. Ok, allez. Ce qu'on a voulu faire, c'est essayer. Donc, vous savez, dans le monde de l'open source, Eric Raymond, 97, en fait, disait c'est release early, release often. Donc, c'est-à-dire en fait, on publie au plus tôt et en fait, on récolte du feedback. Et ben, c'est ce qu'on a voulu faire. Et on a voulu mettre le pied dans la case jaune, c'est-à-dire en fait de dire on va mettre à disposition donc un modèle qui n'était pas prêt en fait réellement à la production et à être mis en production finalement en mode déploiement. Et donc là-dessus, on a été certainement à la fois un peu enthousiaste, un peu naïf, et effectivement, donc le modèle a été détourné très rapidement en fait finalement des conditions qui étaient celles qui pouvaient être réalisées. Mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, puisqu'en fait, on n'a pas écrit ce que pouvait faire le modèle ou pas, et ce qu'on demandait en termes de conditions au fait d'utilisation. Donc effectivement, on a été rattrapé par la patrouille, et donc aujourd'hui, donc on a fermé donc l'accès en fait à Lucie.chat, qui était la version finalement présentée au public. Mais le modèle, en fait, il existe, il fonctionne. Et en fait, c'est ces conditions de déploiement qui n'ont pas été tout simplement travaillées correctement. Donc j'étais ce matin, comme vous en doutez, donc là hier c'était les médias, et puis là ce matin j'ai enfin pu travailler avec les équipes, parce que les gens me demandent qu'est-ce que vous allez faire, ainsi de suite. L'équipe allait remonter en fait à bloc, elle veut retourner en fait et réouvrir au plus vite. Donc alors je vous rassure, on va laisser passer le sommet, on va un petit peu travailler, parce qu'il y a quand même des choses, en fait, pas mal d'apprentissage. Et on va se donner rendez-vous, je pense, en fait, globalement, fin de premier trimestre, avec donc une autre plateforme qui ne s'appellera peut-être pas Lucie, puisqu'il y a eu beaucoup, en fait, aussi de commentaires sur le nom et sur la représentation. Donc celui-ci, vous pouvez en profiter, ça va être certainement un collector, je vous l'annonce, et c'est bien normal. Je pense qu'en fait, là-dessus, on a des choses aussi à améliorer, des itérations, c'est le monde de l'open source, donc ça, voilà. Donc,
On se redonne rendez-vous donc, donc à fin de premier trimestre. Et je terminerai là-dessus, c'est que vous avez certainement vu, donc il y a eu beaucoup d'articles pas très sympas, mais ça y est, c'est en train de changer. Là, juste en fait avant d'arriver, donc il y a un article du Parisien qui a été une des premières dépêches qui nous a quand même assassinés samedi après-midi et qui finalement revient un peu sur le débat de dire finalement est-ce que ça méritait cet emballement médiatique et est-ce que finalement on n'est pas en train de se tirer collectivement en fait une balle dans le pied. Bien sûr. Parce que finalement, la question, et je pense que c'est ça, enfin en tout cas la question que moi j'aimerais porter ce soir, c'est finalement quel plan B ou quelle solution on a si demain, en fait, effectivement, l'écosystème américain ou asiatique change en fait les règles du jeu. Et aujourd'hui, à ma connaissance, nous n'avons pas de plan B, il n'y a pas de plan de résilience. Donc il faut réapprendre à avoir le goût du risque, il faut être audacieux. On a pris des risques, on va apprendre en fait de cette petite séquence. Il nous manque plus que le tweet d'Elon Musk, je pense qu'en fait on va l'avoir. Et donc une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura la boucle. Mais voilà, donc sachez qu'on sera de retour. Et je tiens en fait à remercier Carlos, Charles bien entendu, et aussi l'ancien président de Cap Digital, en fait, Philippe Roy, qui a publiquement pris position en fait pour nous et de votre soutien, et vraiment c'est très appréciable. Et effectivement depuis lundi matin on a beaucoup aussi de personnes qui sont venues au créneau. Parfait. Ce qui veut dire qu'on est sur le bon sujet et qu'il faut qu'on continue à avancer. Parfait, fin de la parenthèse. Petite parenthèse, bravo. Je disais en aparté que j'ai connu une époque où Cédric Villani était jeune, vous l'avez déjà compris, mais où une information était vérifiée et vérifiable. Et l'emballement médiatique nous semblait littéralement impossible. C'était au siècle dernier, et cette époque bénie ne reviendra pas. Je vais, après ce bad buzz, il y a eu le bon buzz, parce que moi, à un moment, j'ai eu l'impression que Dorothée Rouzet parlait de votre solution, Militing, en faisant l'éloge des solutions verticales, d'une expertise métier, d'une base de connaissances antérieure aux algorithmes qu'on posait dessus. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au même exercice, nous dire où vous êtes et nous dire pourquoi on a eu l'impression qu'à un moment, la direction du Trésor parlait de vous? C'est très flatteur, mais je pense pas que c'était le cas. Du coup, c'est drôle en fait, parce qu'en regardant tout à l'heure le schéma, nous on a fait les 3 cases. D'ailleurs, ce soir, il y a les 3 acteurs. Hein. Donc nous, on est vraiment sur la partie applicatif. Nous, on a commencé en 2016. Et à l'époque, il fallait tout coder à partir des papiers de recherche. Donc dans l'équipe, nous, on a 2 académiques. On a un prof de télécom Douai et Douai Paris-Nord. Non, enfin, bref, ouais, quelque chose comme télécom Lille. Ouais, c'est ça. Et on a Nadi, du coup, qui est l'un des cofondateurs de Gleaner, qui est le modèle lightweight le plus téléchargé au monde actuellement. Sur Hugging Face. Et donc on a commencé à Polytechnique. Donc au début, on était vraiment sur la modélisation. Il fallait tout coder depuis des papiers de recherche qui nous étaient précieusement sélectionnés par Nadi. Et puis hop, il fallait l'écrire. Hein. On prenait le papier de recherche et on le codait en Python. Donc ça, c'était... et puis on allait voir du coup les industriels en leur demandant de nous donner accès à leurs data pour qu'on puisse travailler dessus. Puis au fur et à mesure qu'on a reçu beaucoup de données, les choses ont soudainement changé, qu'il y avait des outils qui étaient maintenant disponibles en libre service sur étagère. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était à peu près en 2021-2022 dans ces eaux-là, avec l'émergence des transformers. On s'est rendu compte que du coup, ce qui allait faire notre différence, c'était plus nécessairement les modèles tels qu'on les avait entendus à un moment, mais c'était vraiment en fait à la fois l'accès à la donnée, donc tout ce qui est collection, collecte, nettoyage, traitement, parce que quelque part, accéder à cette donnée, c'était ce qui allait pouvoir permettre d'avoir des modèles beaucoup plus précis. Mais aussi, l'analyse des données, c'est ce qui allait permettre de donner des consignes précises, parce que quand on connaît bien la donnée, donc nous on fait de l'IA hybride, hein, donc c'est un mélange entre du symbolique, une connaissance précise des données, et de l'apprentissage, donc c'est plus la partie statistique. Et quand on a la combinaison des deux, ce que ça permet de faire, c'est qu'on va aller s'appuyer sur les spécificités, à la fois en termes de demande, en termes de questions, du coup que l'utilisateur va avoir, en termes de spécificité de la documentation, pour du coup réduire l'étendue du problème. Et moi je dis souvent, l'intelligence artificielle, c'est tout un tas d'outils différents, et selon la tâche qu'il y a à faire, on va déployer soit un algorithme,
qui va être du BERT qui a été entraîné sur des phrases qui ont été générées. Soit on va aller envoyer un petit algorithme de type Gleaner pour aller chercher du coup des entités nommées. Soit on va envoyer une règle, parce que là, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et puis après, on va rediriger selon après le pourcentage de chance sur un autre type d'algorithme. Et donc, voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, au fur et à mesure, on est passé de la modélisation à une spécialisation, du coup, sur les intrants. Parce qu'encore une fois, nous, sur notre domaine à nous, les documents qu'on va aller traiter, c'est de l'Excel, c'est du Microsoft, etc. Et c'est toutes ces données-là, en fait, aujourd'hui, avec lesquelles tout le monde a encore énormément de difficultés. D'ailleurs, on nous demande, nous, d'ouvrir. Il faut rappeler, Émilie, le domaine dont vous parlez et sur lequel vous avez spécialisé votre IA, vous êtes l'exemple de l'IA verticale. Rappelez-nous sur quelle expertise métier vous avez Oui, sur la gestion de projet. Donc c'est vraiment, j'ai besoin d'extraire une chronologie à partir. Alors nous, on travaille 80% de notre donnée, ce sont des emails. Donc à partir de quel moment est-ce que soudainement il s'est passé quelque chose qui a changé après des choses, et être capable d'aller produire les documents devant un juge pour être capable de dire c'est pas de notre faute, à un moment on a eu les mauvaises consignes et c'est pas à nous de payer. Voilà, donc ça c'est vraiment le domaine, c'est la gestion des grands projets industriels. Mais en fait... On mesure mieux les enjeux tout à coup. Précontentieux oui, ou contentieux un peu les deux. Tous les stades. Mais bon, c'est des choses, ça arrive jamais, hein, les grands projets c'est jamais en retard. Et voilà, et donc quand ça arrive, du coup on va aller regarder une quantité de données phénoménale. Donc nous on va aller chercher dans du terabyte. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a dû faire certains choix dans la façon dont on traite l'information, dont on va rerouter et dont on va prioriser certains types de calculs par rapport à d'autres. Donc voilà, nous on va traiter, et du coup en étant confronté à un vrai use case, on a pu découvrir tout un tas de complexités, notamment sur la collecte de données, hein, ça va être la collecte en termes de terabytes de data. La confiance auprès des opérationnels, il faut qu'ils acceptent de nous donner accès aux emails, donc c'est quand même quelque chose d'assez personnel, hein. Donc tout le développement, la négociation avec des représentants du personnel, le développement des filtres pour que tout le monde se sente à l'aise, l'explication, pourquoi est-ce qu'on fait ça, ce n'est pas pour aller regarder toutes les histoires personnelles entre les gens, c'est vraiment pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut, grâce à ce projet-là, économiser de l'argent, de la marge, et donc potentiellement vos bonus, et surtout les emplois. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas dit. À la base, pourquoi j'ai fait Lily ? Moi, je suis contrôleuse de gestion, et quand j'ai débarqué à Polytechnique, à l'époque, je ne connaissais rien à l'intelligence artificielle. C'était très drôle, parce qu'à l'époque, effectivement, ils ne parlaient pas d'intelligence artificielle, hein, ce n'était pas un mot autorisé, il fallait parler mathématiques. Oui, donc du coup, moi, j'avais vécu un cas dans lequel il y a eu 200 licenciements à cause d'un problème. Typiquement, on était incapable de retrouver tout, pourquoi est-ce que le projet avait dépassé et pourquoi ce n'était pas de notre faute. Donc on était incapable de dire aux clients, c'est de votre faute, maintenant il faut nous payer. Donc du coup, on a travaillé sur 3 centrales. C'était des petites centrales de transformation. Et du coup, on en a fait cadeau aux clients. Donc on a perdu plein d'argent, hein. On a perdu plus de 10 millions de dollars. En sachant que du coup, il y a 3% de marge, hein, sur ce type de projet. Donc ça fait très très mal, 200 licenciements plus tard. Et cette idée que si jamais on avait des choses qui étaient capables de lire dans la documentation et d'en extraire les passages, on serait capable d'expliquer ce qui s'est passé. Et ça, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était ça l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc on a fait un petit peu tout, et surtout nous, ce qu'on a pu voir, je suis désolée, hein, je termine juste sur ça, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une partie permanente dans l'intelligence artificielle et une partie qui change régulièrement. Ça va être les modèles qui peuvent du coup évoluer au fur et à mesure que le progrès avance, en fait, tout simplement, hein. Et nous, on a décidé vraiment de travailler sur cette partie qui est très très permanente, du coup, qui est d'aller collecter la data, de la nettoyer, de la préparer, qui est aussi de modéliser, mais de modéliser la connaissance métier. Et ça, c'est très très important, parce que la connaissance métier, c'est ce qui permet d'être smart dans la façon dont on va aller piloter les modèles, dans la façon dont on va aller rechercher les informations, dans la façon dont on va aller prompter, etc. Et du coup aussi, maintenant, on a du coup ouvert nos modèles pour qu'on puisse les changer au fur et à mesure, donc avec un tagging ouvert. Parfait. IA généraliste entre guillemets versus IA verticale, s'appuyant sur des référentiels et des corpus métiers qui lui étaient antérieurs. J'aime bien les gens stressés parce qu'en fait on les lâche sur un truc qui les passionne puis ils sont plus du tout stressés, c'est amusant. Ça marche à chaque fois. J'ai envie de revenir avec vous et votre intervention, Dorothée Rouzet, a été
assez complète, on va le dire. Et donc, on va essayer d'aller un cran plus loin, parce que sur cette base, moi, j'aimerais que vous identifiez, mais dans votre expertise métier, dans les fonctions qui sont les vôtres, et dans, j'allais dire, le retour d'expérience qui est le vôtre, j'allais dire les points forts, les points faibles, peut-être, sans revenir sur des choses qui ont été dites. Ok, Nvidia, 85% des puces actuelles, hyper concurrentielles, le rapport Draghi, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, acté. Revenons sur vos expériences à vous. Point fort, point faible, en quelques mots et succinctement. On ira ensuite regarder ce que ça veut dire souveraineté numérique et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et puis on ira explorer les limites peut-être du modèle. Point fort, point faible, vu de vos yeux et de votre expertise métier. Je vais commencer. Sur les infrastructures, typiquement, en France, on a une opportunité absolument incroyable. On parle beaucoup de l'entraînement, d'IA générative, des cas d'usage. Tout ça, ça consomme beaucoup de GPU. On voit la machine d'Elon Musk, le Colossus, à 100 000 GPU, 175 mégawatts de consommation énergétique. Sur turbine gaz. Sur turbine à gaz. Bon, j'en passe et des meilleurs. On a une opportunité incroyable de faire briller le territoire national pour lui rendre, j'allais dire quelque part, l'investissement qui a été fait autour de l'énergie dans ce pays nous donne aujourd'hui une position favorable si on veut déployer des infrastructures numériques de demain. On a raté un paquet de révolutions, celle-ci on ne peut pas se permettre de le faire. Donc les points forts, c'est qu'on a une énergie en quantité, décarbonée, des infrastructures télécoms de très haut niveau, rationalisées et optimisées pour pouvoir produire et distribuer cette information à peu près n'importe où dans le monde avec une excellente qualité. On a aussi une certaine stabilité politique qui nous couvre et qui nous protège d'un certain nombre d'évolutions géopolitiques rapides. Donc en fait, on a plein de choses positives pour pouvoir faire de ce pays un territoire d'infrastructures numériques. Aujourd'hui, il faut savoir que soit c'est aux États-Unis, soit c'est dans les pays nordiques. Il y a maintenant plus de 10 ans, la Suède, l'Islande, la Norvège, le Danemark se sont lancés dans des politiques hyper agressives de financement d'infrastructures numériques. Alors au début, ils ont démarré avec la crypto, beaucoup. Ils ont fait du mining à gogo. Ils sont en dehors de l'UE, donc magnifique, non régulés, non soumis au marché de l'énergie régulée là aussi. Et donc l'Islande et la Norvège, principalement, ont tiré leur épingle du jeu et sont devenus, dans les cadres des évolutions des GPU, les premiers territoires européens, en tout cas sur le continent européen, à faire de l'IA et à avoir des capacités d'infrastructure pour les mettre à l'échelle et pour pouvoir supporter éventuellement des dizaines de milliers de GPU. Aujourd'hui, il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Donc, la puissance est là, les infrastructures sont là. À l'inverse, on a aussi quelques contraintes. Les contraintes d'un pays ultra régulé, des permis de construire difficiles à obtenir, des infrastructures environnementales avec des ICPE qui sont alors super bons. On est tous, personne ne rechigne finalement à faire des études d'impact environnemental, personne ne rechigne à faire ce qu'il faut pour pouvoir créer les data centers de demain beaucoup plus performants que les data centers d'hier. Néanmoins, il y a des délais de traitement, des délais administratifs. On a des infrastructures de distribution qui sont extrêmement chronophages et quand on voit qu'il faut 3 à 5 ans pour tirer une ligne à très haute tension d'RTE à un endroit spécifique sur un terrain pour le pouvoir le redéployer, c'est juste des freins qui arrivent de manière et qui s'empilent les uns derrière les autres et qui font que finalement, comme on est sur une course contre la montre, si on part avec notre montre et pas tout à fait dans le même fuseau horaire que ceux de nos petits camarades, on part avec un peu de retard. Donc on a besoin du support public pour accélérer l'ensemble de ces chaînes administratives et de ces chaînes de déploiement d'infrastructures pour qu'ensuite, nous, opérateurs privés, on puisse construire ces data centers, entre guillemets, un peu nouveaux pour pouvoir accueillir des processeurs, accueillir des capacités de calcul pour entraîner des modèles et pour délivrer de la performance métier à des grandes entreprises, et tout ça de manière souveraine avec un contrôle complet sur la chaîne de valeur. Qualité de l'énergie, maîtrise des réseaux, environnement réglementaire, sécuritaire, mais lenteur de déploiement en particulier sur de l'accès à l'énergie et le réseau énergique à l'échelle la plus haute, RTE en tête. Bien compris. Michel Marie, sans faire de doublon avec ce qui a été dit, et vu par vos yeux à vous et cet angle spécifique qui est le vôtre, point fort, point faible. Donc sur les intrants, je pense qu'il y a le sujet du continuum en fait, entre l'entraînement et l'inférence, qui est en fait aujourd'hui un vrai sujet. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de capacités pour entraîner.
Nous, on l'a vu quand il a fallu mettre donc Lucie.chat en ligne. Hein, donc, on s'est rapproché d'un certain nombre de partenaires pour savoir en fait ce qu'ils pouvaient nous mettre comme puissance GPU à disposition. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas assez en tout cas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les modèles, ils sont, en tout cas ceux que nous on vise, c'est des modèles en fait qui sont sobres, compacts, qui peuvent tourner sur des infrastructures beaucoup plus légères. Et aujourd'hui, globalement, en fait, avec les puces Ultra en fait d'Intel ou en fait globalement toutes les puces qui vont arriver en fait aussi en inférence locale, on sera capable en fait de plus en plus de pouvoir en fait inférer ces modèles localement. Donc ça c'est une très belle opportunité, mais donc sur cette phase de transition, il y a ce continuum qui doit en fait quand même être adressé. Sur les modèles fondation, bon là c'est notre sujet. Donc on a, je pense, prouvé qu'on était capable d'entraîner un modèle où 40% des données d'apprentissage sont du français. Là où effectivement actuellement sur les modèles que vous pratiquez, qu'ils soient en fait modèles commerciaux ou les modèles open weight, le français représente 0,16 et l'allemand 0,17% du training dataset. Donc ça veut dire que globalement on est capable d'entraîner des modèles langage en fait sur les langues, mais on l'a très bien fait en français, sauf que ça se passe au niveau européen. Donc le challenge qu'on a là-dessus, c'est maintenant en fait de faire de la collaboration au niveau européen. Donc la semaine dernière, donc lors de notre événement, on avait en fait les Espagnols, les Italiens. Je pense qu'en fait ça va s'accélérer. Il y a l'Altedic aussi qui est là en fait aussi pour structurer cette démarche, mais il y a un véritable en fait challenge pour que effectivement ce soit des modèles qui couvrent finalement les 24 langues de notre territoire, de notre continent. Et en fait aujourd'hui c'est trop dispersé. Donc en fait la coopération elle est essentielle dans le cadre des modèles fondation. Voilà. Et sur la partie déploiement, donc sur les usages, vous tous, vous faites aujourd'hui du shadow AI, hein, donc c'est-à-dire que tout le monde en fait utilise, même si c'est pas autorisé, donc ChatGPT, Anthropic et ainsi de suite dans vos entreprises. Donc toutes les boîtes en fait aujourd'hui qui font de la French Tech, qui font en fait des services d'IA, utilisent en fait les API en fait d'OpenAI ou d'Anthropic. Tous les professeurs aujourd'hui qui en fait utilisent l'IA utilisent en fait effectivement ces modèles qu'on ne maîtrise pas. Donc l'enjeu en fait effectivement sur les usages. Et là, on a besoin en fait d'une prise de conscience. Donc, j'espère que peut-être ce qui s'est passé ces dernières heures pour nous va permettre d'amener en fait la véritable question, c'est de savoir en fait finalement est-ce qu'on continue à être une colonie numérique en fait des GAFAM et à utiliser ces IA en fait qu'on maîtrise pas, ou est-ce que, y compris même si on fait un step d'arrière, parce qu'en fait on n'a pas tous besoin en fait de ChatGPT O3, de la génération d'images comme ça en fait en un clic, de faire de la vidéo. Non, en fait aujourd'hui il y a des cas d'usage en fait très simples qui peuvent améliorer en fait la productivité avec des choses extrêmement simples. Donc en fait il faut peut-être accepter de ne pas être dans la course effrénée à l'innovation, à la feature, et en fait tout simplement de s'appuyer sur par contre les technologies donc on maîtrise. Elles sont peut-être pas encore à l'état de l'art actuellement, mais par contre concrètement quand vous faites répondre à ChatGPT à vos mails en fait aujourd'hui, vous le savez très bien, vous faites un copier-coller, vous mettez en fait le numéro de téléphone, enfin vous n'envoyez pas les signatures, et si c'est pas vous, vos collègues le font, et en fait aujourd'hui c'est dramatique parce qu'on continue en fait à alimenter ces GAFAM. Ça a été très bien dit en fait aujourd'hui, ils ont une avance pas sur la partie algorithmique, c'est que par exemple Meta, pourquoi ils font des très bons modèles aujourd'hui, c'est que depuis globalement 20 ans, ils ont toutes les interactions de tous les humains, à peu près 1,4 milliard ou 1,8 milliard, je crois, en fait, d'utilisateurs. Donc, ils ont vos données. Donc, arrêtez de leur donner vos données, d'accord, personnelles. Mais il faut qu'on se le dise, il faut qu'on signe un pacte. Et effectivement, peut-être qu'on accepte un peu moins de features, qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir une réponse peut-être en 1 seconde, mais qu'on attende peut-être 3, 4, 5 secondes. C'est en fait en termes de productivité, je pense que déjà il y a des gaps en fait qu'on peut avoir. Et je pense que voilà, c'est le challenge, c'est la fin du shadow AI, arrêtez de donner vos données personnelles en fait effectivement aux GAFAM, puisqu'on s'en plaint tous, mais en fait on continue toujours tous à le faire. Et puis peut-être accepter de tout simplement être plus raisonnable dans notre consommation de ces IA en fait génératives en particulier. Point fort, interrogation sur les partenaires pour l'inférence, mais nécessité de scaler à l'échelle européenne. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est à cette maille-là que ça va se jouer, que ça se joue déjà. Et interrogation. Dans le langage d'avant, on appelait ça maîtrise d'usage, mais qui est presque désormais non seulement un sujet d'éducation, mais de culture générale et même de positionnement, quoi. Donc là, pour le coup, ça devrait être un savoir commun partagé. C'est à peine un savoir, il n'est pas du tout commun, il n'est pas du tout partagé.
Même question pour vous, Milly. Alors, j'aurais plein de choses à dire. Du coup, je vais essayer d'être très brève. Je vais commencer déjà par les points faibles, parce que et comme ça, je terminerai par les points forts. Les points faibles, moi, je dirais que sur les 8 années d'expérience, d'observation que j'ai pu avoir de l'écosystème, il y a un discours qui est récurrent, qui est une alerte, une menace par rapport aux États-Unis, à la Chine, et je ne sais pas quel autre pays. Mais depuis le début, hein. Et ça, pour moi, c'est très très dommage, parce que du coup, on s'empêche de rêver, on s'empêche de réussir. Et vraiment, oui, c'est essentiellement ça. Après, il y a le deuxième petit point faible, qui pour moi, par contre, est un point énorme, qui est la puissance publique, qui a pour le coup un impact très très fort, hein, sur le devenir, que ce soit des startups ou des éditeurs de logiciels dans le monde de l'IA de façon globale. Parce que quand on est face à un problème tout à l'heure, comme ça avait été évoqué, quand on est face à un problème, du coup on a quand même plus de chances d'aller trouver la solution, et cette solution après d'aller la déployer partout dans le monde, quoi. C'est pas juste une histoire d'investissement, c'est une histoire vraiment d'avoir un problème sur lequel on va y parier ensemble. Mais c'est pas à hauteur de 300 000 euros, ce qui est déjà très bien, parce qu'avant c'était 100 000 euros, hein, pour les enveloppes expérimentales. Mais c'est vraiment à hauteur, en centaines de millions d'euros, avec du coup un temps long, ce qui permet du coup à tout le monde d'avancer vraiment dans le bon sens. Ça c'est ce que je dirais les points faibles. Maintenant, les points forts, ils sont tellement nombreux. En fait, quand on prend l'ADN français, il faut voir le nombre d'éditeurs de logiciels, hein, qui existent en France. Il faut voir aussi que les Français, ils ont l'esprit critique très fort. Donc, du coup, c'est une très très bonne chose, hein, qu'on travaille avec de l'intelligence artificielle. Il faut voir tout l'écosystème qu'il y a en termes d'académiques, en termes d'ingénieurs, et en plus, c'est des très 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 bons ingénieurs, hein, parce que quand on va en Silicon Valley, on peut parler très facilement français. Pas que, mais parmi les meilleurs, il y a quand même beaucoup de Français. On a des données industrielles qui sont accessibles nulle part ailleurs. Tout à l'heure, du coup, Madame Rosé en parlait. On a des champions mondiaux qui amènent le drapeau français très très loin devant sur les marchés internationaux. Et donc tout ça, ce sont des use cases dans lesquels il y a un vrai potentiel. Des use cases qui sont compatibles avec notre ADN, avec notre façon de faire, qui sont compatibles avec notre data et sur lesquels on peut aller gagner des combats. Et ça, c'est des investissements offensifs sur lesquels, du coup, aujourd'hui, on voit énormément d'investissements défensifs qui sont des investissements qui sont faits parce qu'on a besoin d'alternatives, et ça, c'est absolument le vrai, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on a absolument besoin d'être... de pouvoir avoir des choix, hein, tout simplement, demain, si on ne sait jamais qui sont les ennemis. Hein. Mais par contre, il faut aussi savoir faire ces investissements offensifs sur lesquels l'État français a déjà fait ses choix par le passé. Typiquement, quand on prend les grands acteurs de la construction, ils ne sortent pas de nulle part. Ça descend depuis Colbert. Il y a plein d'investissements qui ont été faits, qui ont été concentrés à travers les années. Donc oui, quand on va regarder 500 milliards, ça semble une grosse somme d'argent. Mais en fait, les 500 milliards, peut-être qu'ils ont déjà été investis, mais ailleurs. Et c'est là où il faut aller regarder. Et c'est là où, quand on investit 1 euro, cet euro, il est beaucoup plus efficace qu'un euro investi dans un domaine dans lequel on part très très en arrière, quoi. Et c'est là où moi je vois vraiment une vraie opportunité pour la France de créer des champions dans des domaines précis et sur lesquels il faut y aller, quoi. Il faut savoir être audacieux. Transformer la menace en opportunité. C'est un discours résolument positif. Ouais, je pense que si on doit faire un point commun entre les trois, le point fort, c'est aussi on parle souvent de l'entrepreneuriat des startups américaines. On a beaucoup d'entrepreneurs en France. On a beaucoup de gens qui, privés, mettent leur argent pour développer des concepts, des entreprises et des moyens supportés par la fonction publique dans la plupart des cas, pas toujours au bon niveau, pas toujours au bon timing, mais globalement, on n'a pas à se plaindre quand même par rapport à d'autres territoires. Et on a des talents. On a des femmes et des hommes qui ont des compétences, qui ont des projets et qui peuvent aller aussi vite que n'importe quel territoire sur la planète. Donc, je suis assez d'accord avec le fait de se dire arrêtons de nous plaindre et essayons de nous mettre en action parce qu'on a une vraie opportunité qui est devant nous sur cette prochaine révolution qui est déjà en route, de nous positionner comme un acteur mondial et de faire rayonner la France à l'échelle internationale. D'ailleurs, si je me permets d'ajouter, entrepreneur est un mot français. Comme marketing, comme beaucoup de choses, effectivement, qui venaient du ménagement, un vieux mot
Bref, on s'en fiche. Mais enseigné à Harvard depuis 1958, ils nous l'ont piqué aussi. Je voudrais juste vous entendre, mais très succinctement, et après on ira sur les limites de l'exercice. Quels sont les freins physiques, géopolitiques, réglementaires, technologiques que vous pouvez voir dans le développement de cette technologie et dans les freins d'accès à une forme de souveraineté pour la France. Mais juste avant, je voudrais lâcher 2 mots, et puis vous regardez réagir à ces 2 mots. Commande publique. Qui veut prendre le sujet? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une commande publique qu'une subvention? Est-ce que vous êtes comme certains libertariens, oubliez-nous, laissez-nous travailler? J'ai entendu ça quelque part. Dites-nous où vous en êtes sur le sujet. Non, moi, en fait, on parle souvent de fonds publics. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de plus d'argent public. Il y en a déjà beaucoup qui est dépensé. C'est le nôtre, hein, quelque part. Donc, quelque part, si on en veut plus, il va falloir qu'on en dépense, qu'on accepte d'en donner plus. Je pense que c'est plutôt un écosystème à créer de partenariat, de synergie entre des aspects réglementaires, des aspects législatifs, des aspects industriels et des capitaux. Évidemment qu'il faut des capitaux, mais on n'a pas besoin non plus, et on l'a vu avec Lucie, on l'a vu avec d'autres, ils n'ont pas dépensé les 8 milliards ou les 10 milliards ou les 15 milliards levés par OpenAI pour arriver à faire un truc qui marche et qui marche de manière, évidemment, ça apprend à marcher avant de courir, mais on n'a pas besoin de tous ces montants. Évidemment, quand on les met à l'échelle américaine, on a l'impression qu'on n'existe pas. Et je pense qu'on peut être avec beaucoup d'humilité, mais il y a beaucoup de travail, être très malin dans la façon dont on dépense ses capitaux, et les relations avec les institutions publiques, c'est pas que des capitaux, c'est aussi des synergies dans le législatif, dans le réglementaire et dans l'administratif qui doivent nous permettre de nous accélérer et de ne pas nous ralentir. Et je pense que c'est plutôt cette vision de la synchronicité de l'action publique avec l'action privée qu'il faut qu'on travaille, beaucoup plus que finalement, est-ce qu'on a besoin de commandes publiques ou de capitaux publics? C'est un éternel débat, et honnêtement, je pense qu'on est assez conscient qu'on paye tous aujourd'hui beaucoup de taxes, et que si on en voulait en donner plus, il faudra en payer plus. Milly, vous avez l'air de... Oui, en fait, j'adhère. Tout à l'heure, quand je disais les 100 000 euros, en fait, les 100 000 euros, c'est la limite minimale pour devoir envoyer des appels d'offres. Avant, c'était le cas. Du coup, en dessous de 100 000 euros, on pouvait passer sans appel d'offres. Et ce genre de législation où soudainement on passe à 300 000 euros, c'est pas de l'argent public, hein, qu'on s'entende bien. C'est par contre libérer le capital privé pour qu'il puisse aller s'investir. Et sincèrement, les 500 milliards, c'est pas de l'argent public, hein. Alors dans l'affaire, en fait, il y a Trump qui a dit à un moment 100 milliards c'est gentil, mais 200 milliards s'il te plaît. Donc quelque chose comme ça. Mais donc du coup, ce qu'il faut par contre, c'est effectivement à un moment déverrouiller les capitaux privés pour qu'ils puissent aller jouer leur jeu. Et dans cette commande publique, après par contre, ça dépend des domaines. Donc il y a des domaines dans lesquels, parce que les enjeux sont à temps tellement long que là, on a besoin d'argent public. Mais ce qui est important, c'est de déverrouiller cet argent pour qu'il puisse aller... tout à l'heure, en discutant, on parlait de l'exemple de Palantir. Il y avait des Français à l'époque qui faisaient la même chose que Palantir, qui était beaucoup plus avancé. Eux, ils sont allés voir Onisep, ils ont eu 100 000 francs, je crois, quelque chose comme ça. Et Palantir, ils sont d'abord allés voir Thiel, qui a mis beaucoup d'argent. Et surtout, ils ont eu le contrat de la NASA. Et là, on est en milliards. Et donc, c'est là où ça change tout. Donc, c'est effectivement, quand on parle de commandes publiques, c'est de commandes conséquentes, mais pas nécessairement de l'argent public. Merci sur ces retours. On s'achemine rapidement vers la fin. Je voudrais que vous identifiez les limites qui sont les vôtres, encore une fois, dans votre exercice professionnel. Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est le réglementaire? Est-ce que c'est l'obésité logicielle? Est-ce que c'est l'IA inutile? Est-ce que c'est l'absence de maturité sur toute autre chose? Et ma toute dernière question, donc vous pouvez l'anticiper après, ce sera, mais là, votre mot de conclusion, c'est le point d'attention que vous souhaitez porter à la connaissance du plus grand nombre. Ok, le point d'attention, le wake-up call, le warning. J'adore mes anglicismes, vraiment c'est génial, mais qu'est-ce qui me prend? Le point d'attention, voilà. Mais d'abord, c'est parce qu'on a parlé de Stargate, 500 milliards, ces 5 projets de 5 gigawatts, 5 x 5, 25, j'y arrive encore. 25 gigawatts, enfin, moi rien que ça me terrifie, moi qui suis plutôt sur les infras basses. On a parlé du projet de l'ami Elon, sa phase 1, 160 mégawatts avec des turbines gaz de 18 mégawatts. Il en est à changer la qualité de l'air respiré à 20 km dans la ville d'à côté. On sait que l'obésité logicielle, l'infra stupide, l'IA stupide, ça existe.
C'est quoi la limite sur laquelle il faut travailler pour rester efficace, éviter le mauvais gras et le cholestérol dans les artères? Moi, j'en vois deux. Le premier, je l'ai dit, c'est un combat contre le temps. Donc tout ce qui va nous permettre de gagner du temps, on doit lever les freins. Et c'est vraiment le sujet numéro 1. Parce que on l'a vu en 24 heures, la bulle IA, le monde de la tech a failli se transformer, il revient un peu à la normale, puis ça va repartir la semaine prochaine. Donc en fait, on doit absolument anticiper et essayer d'être prêt le plus tôt possible et de pouvoir bouger le plus rapidement possible. Donc cette vélocité, à la fois dans la prise de décision et dans la capacité à agir, elle est phénoménale et elle est absolument indispensable. Le deuxième élément, on peut dire qu'on est en temps de guerre. On l'apprécie comme on veut, mais d'une manière ou d'une autre, à l'échelle internationale, nous sommes en temps de guerre. Et en temps de guerre, parfois, il faut aussi, et on a des champions à l'échelle mondiale français, je parle notamment dans la production d'énergie, il faut réquisitionner. Et je pense qu'une des thématiques et un des freins sur notre métier d'infrastructure, c'est les équipements de transformation de puissance, c'est les équipements de refroidissement, donc c'est des temps de livraison. Vous voulez commander un transformateur aujourd'hui, ça paraît idiot, hein, mais de commander un transformateur pour convertir 50 MW d'énergie, vous avez 3 ans de délai. 3 ans pour avoir un transformateur. Je ne parle pas du permis de construire, de l'ICPE et du temps pour faire venir la ligne RTE, mais juste l'équipement. On a des champions en Allemagne, en France, avec des Siemens, des Schneider Electric, des Legrand, qui fabriquent des équipements électriques. Réquisitionnons. Allons les voir et allons travailler comme le font les Américains. Hein. Ils ne se privent pas. Eh ben, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de mobiliser nos industriels pour mettre en œuvre des réquisitions de ces matériels, pour mettre en œuvre une stratégie d'IA à l'échelle européenne de manière souveraine, pour être non pas défensif vis-à-vis des stratégies politiques américaines, mais d'être hyper offensif sur une stratégie internationale. Voilà. Gérer la vélocité et même l'accélération, et puis prioriser l'accès à certaines ressources industrielles clés. On a bien compris, merci Arnaud. Michel Marie. Oui, donc je rejoins l'accélération, c'est pas savoir combien à côté Lucie, mais c'est combien en fait on devrait en rajouter pour effectivement aller plus vite, c'est clair. L'autre sujet, c'est en 2022, j'avais remis, maintenant je peux le discloser puisque j'en ai parlé en fait publiquement, mais j'avais remis au ministère des Armées en fait une note qui s'appelait est-ce qu'un blackout numérique n'est qu'un scénario en fait fictionnel? Et on avait essayé d'explorer en fait finalement quelles étaient les capacités du ministère en fait des Armées à résister en fait finalement à une perte donc soit orchestrée, soit effectivement subie temps de guerre, quoi. Donc c'est aujourd'hui, à mon avis, en fait, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. On n'a plus le choix. Donc moi, comme ça, je réponds pratiquement en fait aux deux questions. Oui, donc oui, mais comme ça, parce que c'est le seul, en fait, c'est la seule chose. Moi, jamais, en fait, le takeaway que vous pouvez prendre ce soir, en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui. C'est trop grave pour que effectivement on confie notre destin en fait finalement à ces acteurs, qu'ils soient en fait du côté gauche ou du côté droit, peu importe. Et donc il est plus qu'urgent de passer en fait à l'action. Il y a une urgence et effectivement donc moi j'avais peur en fait finalement que l'AI Action Summit soit une réunion assez consensuelle où on réunit en fait finalement les grands de ce monde, les grands en fait les big tech, et puis on dise voilà en fait les grands enjeux autour de l'IA. Le seul espoir que j'ai, c'est qu'effectivement avec cette petite histoire qui nous a occupé là ces dernières heures, finalement que le sujet assez essentiel de dire en fait finalement qu'est-ce qu'on veut faire et comment en fait on actionne. Et donc il faut le faire avec vélocité, il faut le faire en fait avec intelligence et subtilité, et il faut encore une fois, et ça sera en fait bien entendu mon mot presque conclusif, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on accepte de apprendre en fait à prendre des risques, qu'on soit audacieux, parce qu'effectivement il n'y a que ça en fait, hein, il faut qu'on se fasse confiance et donc finalement on a tout ce qu'il faut. C'est même plus une question, tu vois, c'est pas une question de public, de commande publique, commande tout court. Moi, je veux simplement qu'en fait, finalement, dans l'état d'esprit, on se dise que si on n'imagine pas en fait que c'est possible, il y a personne qui va le faire à notre place.
Donc en fait, on est vraiment cette question de dire qu'est-ce qu'on fait, quel choix on fait sur notre avenir en fait numérique et sur notre avenir civilisationnel, puisque finalement, comme ça a été dit, l'IA, c'est pas qu'un sujet technologique, c'est avant tout en fait un sujet profondément géopolitique et civilisationnel. Gérer l'accélération là encore, se penser des alternatives là où elles sont cruciales et se projeter dans cette alternative-là et la rendre non seulement possible mais réelle, quoi. Okay. Et s'autoriser à le faire. Oh, bien sûr, bien sûr. Milly. De la même manière, moi je dirais qu'il faut vraiment arrêter de regarder ce que font les autres et faire une introspection. Où est-ce qu'on a des chances de gagner ? Où est-ce qu'il faut absolument être ? Ça, il n'y a pas de doute. Il y a des endroits, même si on est perdant, il faut y aller. Mais il y a des endroits où, sérieusement, on peut réussir. Et dans ces endroits-là, trouver toutes les manières possibles de créer de la cohésion entre les différents acteurs pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que le risque, c'est le saupoudrage. C'est vraiment ça le risque, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau européen, au niveau technologique, à tous les niveaux. Donc à partir du moment où on a choisi quelques endroits, là on a la chance de pouvoir avoir des leaders français qui, et la plupart ont envie de donner un coup de main, ils ont envie de faire en sorte qu'il y ait un écosystème français de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde comprend les enjeux, je pense vraiment que tout le monde comprend les enjeux. Donc réussir à fédérer ces personnes-là avec notamment que ce soit des réductions d'impôts, du refléchage, peut-être de l'argent public qui va avec l'argent privé, ou en tout cas libérer au niveau financier. Enfin, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui sont absolument possibles pour faire en sorte que ces gens-là, ils ont envie de travailler ensemble. Et comme ça, on peut vraiment réussir. Et pour moi, je dirais, le mot de fin, ce serait vraiment que l'intelligence artificielle, c'est pas juste un truc entre des data scientists qui sont quelque part et puis nous, on a dans l'affaire, ça ne nous regarde pas, quoi. C'est vraiment chacun doit y participer et surtout chacun doit comprendre. Et sur ce, tout à l'heure, je disais que le français avait l'esprit critique. Et c'est là où c'est génial, parce que s'il comprend ce que c'est que l'intelligence artificielle, et si, en tant que société, on comprend ce que c'est, là, on peut agir. Et moi, j'ai pu constater à chaque fois à quel point les métiers étaient alarmés par des discours de personnes à la télévision qui leur faisaient peur, vous allez être remplacés, vous allez être des chômeurs, ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout. L'intelligence artificielle, il suffit de le comprendre et on peut en devenir acteur. Et si, notamment, tous les acteurs économiques qui comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle et que tout le monde contribue, il y a vraiment de quoi faire. Parfait. Éviter le saupoudrage, favoriser l'investissement offensif et faire en sorte que l'IA rentre dans ce savoir commun partagé. Les Grecs appelaient ça la paideia, un joli mot. Est-ce qu'on laisse la place à des questions en lieu et place du petit mot, parce que je crois que vos derniers propos ont été absolument clairs. Est-ce qu'on peut accueillir quelques questions? Je vois monsieur là-bas, il a été le plus vif, Ah, mais c'est Pierre. Une remarque qui est aussi une question. Personne n'a mentionné les derniers décrets de l'administration Biden qui, d'une part, classent les différents pays en 3 catégories et selon les catégories limite l'exportation des GPU mais aussi l'exportation des modèles d'IA, l'exportation et la réexportation des modèles d'IA. Et par ailleurs l'Europe dans cette classification n'est pas considérée comme une entité unique, mais seuls 11 pays d'Europe dont la France sont en catégorie 1, non contingentés mais soumis à la limite de leur exportation. Mais on voit toute une série de pays d'Europe qui ne sont pas dans cette liste-là, qui sont dans la catégorie 2, donc contingentés en termes de nombre de GPU et contingentés en termes de limitation à l'export d'IA, modèle fermé, mais aussi modèle ouvert. Donc ça veut dire que ça laisse une opportunité importante pour des acteurs français, pour tout ce qui est les modèles ouverts, qui évidemment étant produits en France avec des modèles, avec des données françaises, n'auront pas cette limitation, je dirais, à la ITAR pour les biens à double usage. Après Biden, je crois qu'il y en a eu un autre, mais tu as raison. Et accessoirement, ce qui est inquiétant, c'est que même les pays de catégorie 1 n'ont pas le droit d'utiliser les GPU à des usages militaires. On est le 2e fabricant d'armes au monde, 2e exportateur. Enfin, on travaille sur tous les plans d'armement pan-européen
Donc évidemment qu'on ne va pas exporter les résultats de nos recherches dans ce domaine, fussent-ils calculés avec du NVIDIA. Il y avait un autre intervenant, je vous en prie. Merci. En fait, c'est 2 questions pour Michel Marimaudet. Je voulais savoir si le successeur ou la successeuse ou la successeur de Lucie pourrait évoluer vers le 3e bloc, le bloc des applications, et vers quels usages plus particuliers. Et la 2e question, c'est un peu une des questions techniques de la semaine. Moi, je n'ai pas lu le code DeepSeek, mais il semblerait que la coordination ou l'articulation d'experts, mixture of experts en anglais, ait joué un certain rôle. Mistral l'avait déjà introduit dans certains de ses modèles. Et je voulais savoir si cette même successeur de Lucie pourrait se diriger vers cette architecture. Bon, vos 2 questions sont liées et super intéressantes. Alors, il faut vraiment différencier. Donc, il y a le modèle fondation. Donc, le modèle fondation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un commun. Il n'y a pas de modèle économique. Donc, en fait, il faut que ça soit quelque chose qui soit communautaire, avec une gouvernance ouverte, peut-être une gouvernance citoyenne. Et donc là, pour le coup, moi j'attendrais par exemple de l'AI Action Summit que globalement, même si nous on a donné l'impulsion pour le créer, que la maintenance en fait soit prise en charge par exemple cette fondation IA dont on commence à entendre parler. Donc ça, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de modèle économique et c'est pas comme ça en fait qu'on peut gagner de l'argent avec l'IA. Donc oui, l'Inagora, par contre, notre métier, en fait, ça fait un quart de siècle qu'on existe, ça fait un quart de siècle qu'on fait que de l'open source. Donc on a toujours contribué sur des briques de base et ensuite on a constitué en fait des industries de services ou d'accompagnement de nos clients à utiliser ces technologies. Donc très concrètement, ce qu'on vise en fait dans l'IA générative, c'est tout simplement d'aider au déploiement de ces technologies-là dans les entreprises, dans les administrations. Donc développer des choses qui sont en fait très simples, par exemple ce qu'on appelle du RAG, et puis en fait de travailler bien sûr sur toutes les technologies agents. Et c'est là en fait où effectivement il y a en fait là pour le coup des revenus à générer et qu'on se partagera. Il y a largement la place pour beaucoup d'acteurs. Voilà, premier élément de réponse. Donc ça s'appellera pas Lucie, c'est simplement en fait des industries de services en fait qui se développeront ou des produits qui pourront se tirer parti du modèle fondation par contre qui a eu Lucie avec cette question de la maintenance. Ensuite donc sur quel type de cas d'usage. Donc nous en fait dans la feuille de route qu'on s'est donnée, c'est de faire des modèles ultra spécialisés. Ultra petit. Donc en fait le modèle actuellement qu'on a livré, c'est un modèle à 7 milliards de paramètres que moi je considère énorme. Alors, et pourtant on est en fait un lilliputien en fait quand on se compare en fait aux tailles de modèles de ChatGPT puisqu'on est sur des facteurs de plus de 100. Mais aujourd'hui moi je milite, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait moi ce que j'aimerais c'est qu'on dans le domaine en fait du texte, que dans 18 mois on n'ait plus besoin d'entraîner des modèles. Il faut que sur les modèles qui génèrent du langage, un langage c'est relativement stable. Donc on n'a pas besoin en fait de porter et de continuer à entraîner des modèles de langage. Par contre, comment on fait pour apporter de la connaissance à ces modèles? Il y a en fait tout ce que j'ai dit en fait auparavant. Donc faire des petits modèles. Donc oui, bien sûr, les mixture of experts c'est très intéressant en termes d'architecture. Moi, j'y crois pas forcément, en tout cas sur les cas d'usage qu'on vise. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire 2 choses à très court terme, puisque vous avez cité en fait le papier DeepSeek, on l'a lu. Donc on va pas faire du mixture of experts. Par contre, il y a 2 choses qui nous intéressent. C'est que en fait, ils ont ce qui a expliqué pourquoi ils ont été vite et qu'ils n'avaient pas besoin forcément des puissances, en fait, les dernières cartes GPU, c'est qu'ils ont diminué en fait la précision en fait au moment de l'entraînement et d'entraîner en fait sur les plages d'adressage de 8 bits par rapport à 32 bits. Et effectivement, il y a un vrai gain. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va très vite, là, je pense d'ici 15 jours, en fait, rélancer un entraînement qui va être fait sur ce principe-là. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas fait en fait de phase d'instruction. En fait, ils ont fait tout simplement du RLHF directement, donc du renforcement par l'humain dans la boucle, enfin où on met l'humain dans la boucle. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va essayer de voir comment en fait on peut tirer parti et réentraîner en fait ce modèle. Donc ça, c'est première chose à très court terme. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait aujourd'hui l'architecture transformer, je pense que tous les spécialistes ici dans la pièce pourront confirmer, c'est qu'en fait c'est un modèle qui est parfaitement inefficace.
Puisque globalement, on part de données structurées, on les déstructure, on les découpe, on les mélange, enfin on en fait n'importe quoi. Et après, on essaie de, quand on fait du fine-tuning, de l'instruction, c'est de remettre du sens finalement à quelque chose qui en avait du sens au début. Donc on est sur un truc complètement schizophrénique, et on regarde donc les nouvelles architectures de modèles sur l'entraînement sur données structurées. Donc globalement, pour ceux qui ont fait du web sémantique, je ne sais pas si ça parle à certains, ou faire des anthologies et ainsi de suite. Donc on va revenir en fait à ça, parce que là pour le coup on peut faire des modèles, on a fait déjà des expérimentations à quelques dizaines de millions de paramètres. Alors ça c'est vraiment, parce que alors là on peut même le mettre dans la poche, ça se transporte, c'est léger. Ça s'appelle l'IA embarqué, ça va permettre de diffuser sans doute. Ça va être dans notre feuille de route très vite. Voilà, donc je ne sais pas si ça donne quelques éléments, mais en tout cas voilà. Mais DeepSeek en fait, au-delà du débat qu'il y a en fait aujourd'hui, c'est dangereux, pas dangereux, c'est pas ça. Je trouve qu'en fait, par contre, ils ont des choses dans le papier de recherche, ce qui est extrêmement intéressant. Et je tiens à le rappeler, parce qu'on nous a dit, ah ouais, Lucie, c'est en fait ça les performances d'un modèle d'il y a en fait 2 ans. C'est vrai, le code source, vous pouvez le voir, en fait, il est sur GitHub. On l'a écrit effectivement en décembre 2023. En décembre 2023, janvier 2025, à l'échelle de l'IA générative, c'est 4 siècles, 5 siècles, 6 siècles. Voilà. Donc effectivement, on va tirer parti de ça et vous apporter un modèle plus performant. Je n'accepte plus de questions pour Michel Marie. Que les choses soient bien claires. Je peux bien prendre une autre question, une dernière, sauf si elle est pour Michel Marie-Modé. Vous pourrez lui faire en direct, puisque vous l'avez remarqué, il y a une pièce à côté, allumée, je distingue. Enfin, on devrait pouvoir poursuivre les échanges de façon confortable. Je vous en prie, cher monsieur. Oui, en amont et en entrant et en aval de la chaîne de valeur, il y a l'environnement. Vous avez répondu partiellement, en tous les cas. Comment, finalement, dans vos modèles d'affaires, est pris en compte cette dimension? Réponse au bar. Ouais, je vais prendre une partie de la réponse, parce qu'il y a une partie sur la frugalité, sur la façon, et les modèles qu'on utilise et la façon dont on traite ces données. Et puis il y a la façon dont on met à disposition l'énergie ou l'infrastructure pour pouvoir commencer à opérer ces modèles. Nous, quand on a commencé notre projet, on l'a pensé à l'envers. On a dit, il y a un seul truc dont on est sûr, c'est que la machine de dans 5 ans ne ressemblera pas à la machine d'aujourd'hui. Elle sera plus dense, elle sera beaucoup plus réclamant en puissance par mètre carré ou par rack, et les technologies de refroidissement vont évoluer. Et c'est une bonne chose, parce que plus on densifie le rack, plus l'efficacité énergétique pour refroidir est performante versus des gros ventilateurs qui tournent dans des data centers. Donc, il faut qu'on continue cette course un peu à la densification des infrastructures, parce qu'elle nous permet de les refroidir de manière beaucoup plus efficace. Nous, on l'a pensé dans une structure forme de chip ou de chiller, je vois Franck. Donc on regarde quel est le chip qu'on va héberger, et on construit la coquille autour du chip. Et la taille de la machine va conditionner la taille de l'infrastructure data center. On a enlevé les blocs de béton, donc on a sauvé 70 à 80% du béton, donc parce que derrière l'impact environnemental, c'est aussi l'artificialisation des sols et l'usage des matériaux de construction. On fait des matériaux biosourcés quand on peut le faire. On a totalement disrupté le niveau de tiering, le niveau de redondance d'un data center classique. C'est illusoire en 2025 qu'on continue à foutre, pardon du terme, des groupes électrogènes qui vont marcher 150 heures maximum sur les 25 prochaines années et qui brûlent du fuel. Ça n'a pas de sens. Donc on a des infrastructures d'une stabilité incroyable en France. Je pense que le downtime d'Enedis ou de RTE par an, il est de l'ordre de 30 minutes. Est-ce que si j'ai mon GPT ou autre modèle qui tombe 30 minutes par an, est-ce que ça met en cause mon business ou pas? Pas sûr. Donc on essaye de pousser aussi vers les clients la définition de nouveaux standards dans la redondance qu'on attend de ces systèmes d'information qui sont un peu différents d'un système bancaire ou un peu différents d'applications critiques dans la médecine. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'avoir des 999 après la virgule. Donc on disrupte énormément les infrastructures de redondance, d'abord parce que ça coûte cher pour rien, et deuxièmement parce que ça fait beaucoup d'impact carbone pour rien. Donc énergie renouvelable, meilleure efficacité dans les usages, meilleure orchestration des workloads, création d'une coquille à dimension de la machine, optimisation des modèles de refroidissant, optimisation de la façon dont la chaîne électrique est distribuée. Aujourd'hui, on est en alimentation en courant alternatif, qu'on convertit en courant continu quand on passe dans les batteries, puis qu'on reconvertit en alternatif pour le transporter, puis qu'on redéveloppe en continu dans la machine. Enfin, c'est une hérésie. Donc on a des pertes d'efficacité énergétique. Travaillons sur une chaîne électrique en courant continu de bout en bout et on va régler les problèmes. Donc toutes ces solutions-là,
on a une équipe de R&D dédiée pour pouvoir anticiper. Et quand je disais que le data center du futur, il doit être totalement différent du data center d'aujourd'hui, c'est sur toute cette chaîne-là. Et je pense que tout ça, c'est drivé par l'impact environnemental et l'impact carbone qu'on va générer dans l'usage de ces machines dans les 20 prochaines années. Parler de courant continu en France, tu ne te fais pas que des amis, mais je trouve la position courageuse, c'est bien. Bien. Je vais quand même devoir respecter l'agenda qui vous avait été promis. Et puis, je crois qu'il y a une petite surprise, enfin pas tout à fait une surprise, mais une bonne nouvelle pour conclure cet événement. Donc, je vais remercier Eclairion et Cap Digital qui ont rendu ces échanges possibles. Je vous rappelle qu'ils vont se poursuivre de façon informelle, mais tout à fait sérieuse. Et je veux surtout qu'on remercie chaleureusement nos 3 intervenants. Antoine, tu nous en dis un peu plus? Tout à fait, un grand merci à toi également, Philippe. C'était un vrai plaisir de suivre ces échanges. Oui, encore juste quelques minutes pour revenir un peu sur des enjeux opérationnels. Vous l'avez compris, hein, ce cycle événementiel, il est proposé à la fois par Eclairion et par Cap Digital. Et il se trouve que juste avant Noël, nous avons eu une bonne nouvelle, à savoir la labellisation du site d'Eclairion en tant que grand lieu d'innovation de la région Île-de-France. Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, s'est rendue sur le site à Bruyères-le-Châtel pour annoncer la bonne nouvelle. Et il se trouve qu'au sein de ce projet, dont Carlos et Franck, qui sont revenus sur scène, vont pouvoir nous donner quelques informations, il se trouve que Cap Digital est également associé. Donc avant de passer à la signature officielle de ce partenariat qui lie Cap Digital et Eclairion autour de ce grand lieu d'innovation, je vous propose de regarder rapidement une vidéo de présentation de ce qu'est Eclairion et de ce qu'est ce futur super calculateur qui va voir très prochainement le jour, afin que nous ayons bien tous le même niveau d'information. Eclairion opère la première infrastructure française capable de répondre aux besoins exponentiels de données et de calculs exigés par les productions numériques de dernière génération. IA générative, Deep Analysis, Deep Learning, Metaverse, Simulation, Rendering, algorithmique de pointe. Entièrement dédié à l'hébergement et au stockage en container des équipements de High Performance Computing et de supercalculateurs, Eclairion s'engage sur 3 principes fondamentaux. La garantie d'une plateforme numérique souveraine, une modularité intégrale, une conception et un fonctionnement respectueux de l'environnement. Doté d'un haut niveau de sûreté, de sécurité et de cybersécurité, Eclairion apporte à ses clients toutes les capacités pour déployer leur production informatique de pointe avec la meilleure équation technique et économique. On va conclure par calculer plus vite pour un monde meilleur. On en a parlé pendant cette session. On avait aussi abordé l'IA frugale durant une session l'année dernière. Tout premier événement haute densité, oui. Où ce qui est très intéressant par rapport à ce qui a été évoqué, on avait déjà parlé de la place de l'humain à l'intérieur de la machine, enfin en tout cas des calculs, pour pouvoir bénéficier d'une IA plus frugale. Donc c'est très intéressant de voir que les sujets, comme des liens hypertextes, se lient les uns aux autres. Alors, c'est quoi le GLI? Et c'est quoi le partenariat Cap Digital Eclairion? Je vais essayer de vous le dire en quelques mots parce qu'il est déjà assez tard. D'abord, vous remercier et remercier le Conseil régional Île-de-France, ça a été évoqué. Donc effectivement, le projet d'investissement donc à Bruyères-le-Châtel a été soutenu par le Conseil régional Île-de-France. Donc je voulais ici saluer sa présidente Valérie Pécresse, sa vice-présidente Alexandra Dublanche, donc qui vous a fait confiance. Cap Digital, évidemment, a participé au montage du projet, mais surtout ce qui est important, c'est que Eclairion donc, nous fait confiance et nous confie la responsabilité d'animer le futur GLI, grand lieu d'innovation, en quelques mots, un programme d'accélération dont le but est de, encore une fois, structurer, développer, accélérer la filière industrielle dans le domaine de l'IA, de l'infrastructure IA, je tiens à le préciser vraiment, de l'équipement jusqu'à son usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on vous donnera plus d'éléments dans quelques semaines,
la mobilisation de la meilleure expertise du domaine, l'accès à un certain nombre d'infrastructures, évidemment, c'est un des objectifs, et aussi, c'est important, quand on parle d'accélération, l'accès à des futurs clients et l'accès au financement. Il y a énormément de choses encore à faire en matière de R&D, en matière d'innovation. Vous savez que Capdigital est grand expert dans le financement de la R&D et de l'innovation, et donc on va vous promettre vraiment un accompagnement end-to-end. Donc merci évidemment à Eclairion, merci à tous les acteurs qui seront autour du programme. On ne peut pas tout dévoiler ce soir. Je crois que c'est Arnaud qui disait faire écosystème, on est pleinement là-dedans. Ce qu'on veut, c'est que cet équipement, toute l'expertise autour, la puissance de calcul, mais aussi les dispositifs de financement français et régionaux d'ailleurs, nationaux et européens, soient bien mobilisés pour, peut-être dans 3 ans, puisque l'accord porte sur 3 promotions, donc 3 ans, on puisse se dire que cette filière, elle s'est réellement développée, qu'elle est de confiance, qu'elle est souveraine, et qu'elle est surtout très compétitive. Donc, si tu veux bien, Franck, on va procéder à la signature. Avec grand plaisir. On souhaite également remercier Capdigital, toute l'équipe, son président également. Et c'est un petit peu comme une régularisation après quelques années de vie commune, lorsqu'on se marie. Ce n'est que la continuité de quelque chose d'extrêmement naturel. Donc, on est ravis. Et comme pour le mariage, je vous invite à regarder le photographe au moment de la signature. Il y a beaucoup de témoins. Je contrôle. Discrètement, il m'a dit on va se faire la bise. Mais Bravo, un grand merci à tous les deux. Parfait. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine édition d'Eclairion. Je voudrais juste prendre encore 1 minute de votre temps pour vous dire qu'on se retrouve le 11 février prochain, toujours dans le cadre de l'AI Action Summit, pour l'événement de présentation d'un rapport qui nous occupe depuis un bon moment chez Capdigital, qui s'appelle l'IA des Lumières, un rapport écrit par Francis Jutan et qui explore toutes les pistes d'un développement éthique et souverain de l'IA. On reparle notamment de la rupture technologique, mais également de la rupture ontologique et de la révolution industrielle, révolution du quaternaire apportée par l'IA, en se remettant dans la dynamique de la philosophie des Lumières. C'est passionnant et on vous parle plus précisément de tout ça le mardi 11 février au matin à 9h30 au même endroit. Voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour vous inscrire, il suffit de flasher le QR code. Je vous invite à le faire assez rapidement, puisqu'on va bientôt être complet sur cet événement. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. Merci encore, Franck, merci à toute l'équipe Eclairion. Et à très très bientôt. Merci également à nos intervenants. Merci à toutes.